Bienvenue sur Boujou Caen, le podcast qui interviewe des chefs d'entreprise, des sportifs et des artistes de Caen et des alentours. Boujou Caen, c'est un format de Boujou Média, le média qui met en avant le tissu économique local. D'ailleurs, ce podcast est créé par l'agence de communication Femacom, une agence de communication qui peut t'aider, t'accompagner dans tous les projets de communication de ton entreprise. Grosso modo, si tu as des questions sur la communication avec un grand C, tu peux nous contacter. Si on ne le fait pas en interne, on te recommandera les bonnes personnes. Je te laisse avec la suite de cet épisode qui, j'en suis sûr, va te régaler. Je suis pas un très bon commercial, j'espère que vous allez pouvoir m'apprendre deux, trois petites choses aujourd'hui. Dans tous les cas, j'annonce un épisode de qualité puisque nous sommes en compagnie de Guillaume et Julie Barret, cofondateurs de Opsales. On dit Opsales Opsales. ou OPsales, je ne savais pas trop comment on disait. On dit Opsales. Ok, Opsales, très bien. Monsieur, madame, bonjour. Bonjour Axel. Bonjour Axel. Est-ce que vous avez l'habitude de ce genre d'exercice ? Absolument pas, c'est la première. Eh ben c'est bien, moi j'aime bien quand c'est la première fois. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de parler de votre parcours, d'Opsales, de votre vision de ce que sont des actions commerciales efficaces en 2026, parce que cet épisode sortira en 2026, de votre vision de l'avenir du secteur, de l'IA, etc., etc. Est-ce que ça vous va comme programme ? Ça peut être Parfait. génial. C'est super. Alors la première question, qui est peut-être la plus compliquée, c'est qui êtes-vous ? On commence par qui ? Effectivement. On commence par qui ? Allez, c'est parti. Donc, je suis Guillaume Barret, je suis directeur associé d'Opsales. Je me définirais comme un commercial dans l'âme. J'ai 42 ans, je suis marié. Et ça dans les deux vies, à la fois professionnelle et perso, bien évidemment. J'ai 2 enfants. J'ai appris le métier très tôt. Je suis quelqu'un qui s'est fait en pratiquant, puisque j'ai arrêté les études assez tôt. C'était pas mon fort. J'ai commencé par de la vente en boutique. J'ai fait du commerce ensuite auprès des particuliers où j'ai appris le métier. Et je suis tombé, alors naturellement, je sais pas, mais en tout cas, je suis tombé dans quelque chose qui me plaisait, qui était la relation humaine et le challenge de la vente. Finalement, à se dire, je viens avec un objectif qui est repartir avec un contrat. Et c'est quelque chose qui me motive au quotidien, d'avoir l'objectif de venir, de vendre quelque chose. Alors bien évidemment en apportant un service, pas dans le but de... On est quand même là dans l'objectif de répondre à une problématique. C'est pas vendre pour vendre. Non, Ok. non, c'est pas vendre pour vendre. Alors ça l'a été au début de ma carrière, Ouais. il y a 18-20 ans, où effectivement je suis rentré dans des boîtes, j'ai fait de la fenêtre, où là l'objectif était de vendre pour vendre, puisque clairement dans la fenêtre, les Dans ce gens ont secteur-là, ouais. tous des fenêtres. Tu rentres pas dans une maison où il y a des fenêtres à installer, donc tu rentres plutôt avec l'objectif de les remplacer. Et avec le recul maintenant, 22 ans, 25 ans après, avec un objectif qui était, je vais dire, sain dans la mécanique, mais ça t'apprend. Ça t'apprend la pugnacité, ça t'apprend aussi des mécaniques de vente qui aujourd'hui, que je réemploie à certains moments et qui permettent de mettre quelques verrous, qui permettent d'avancer dans la démarche. Et ça a été hyper formateur. Et c'est surtout que ça m'a donné un goût de vouloir continuer dans ce métier que je n'avais absolument pas identifié lors de mes études. Je faisais partie de ces garçons, je pense, qui assez tardivement su vers quel chemin emprunter. Et puis je suis tombé dans la vente comme ça. Et puis naturellement, j'ai poursuivi. Donc en fait, tu dis un commercial dans l'âme parce que tu as connu quasiment que ça. J'ai connu que ça depuis mes 21 ans. Ok. Et je n'ai fait que de la vente. Et je fais que de la vente encore aujourd'hui, puisque dans la répartition des rôles, je suis le vendeur et le commercial Opsales. Ok. Quand tu étais plus jeune, on dit qu'un commercial, il faut quand même avoir du bagou. Quand tu étais plus jeune, tu avais déjà ce bagou. C'est quelque chose que tu as développé. C'était inné ou acquis en gros ? C'était absolument pas inné. Moi, Ouais. j'étais quelqu'un de très timide. Introverti, ouais. Très introverti, très timide. Jusqu'au collège, même jusqu'au début de lycée, plutôt celui qui se cachait dans les couloirs. Tu mets un masque aujourd'hui quand tu rentres dans ton rôle de commercial ? Alors j'ai mis un masque au début, je me suis forcé plutôt même à prendre une sorte de rôle en fait, à théâtraliser les choses, à se dire ok, je mets un costume. Je pense que je fais beaucoup le parallèle entre le super-héros finalement, Ok. tu vois, et la vente. J'adore quand il y a des images, des parallèles. Donc vas-y. T'enfiles finalement Ouais. quelque chose. Bien sûr, cette expérience dans la fenêtre qui m'a beaucoup formé. J'ai bossé chez Caparca, qui est une très très belle école de vente, sur laquelle on peut avoir certains blocages, je le conçois, mais qui était très processé et qui finalement est même plus que processé, puisque qui est théâtralisé. C'est-à-dire que c'était un schéma. C'est un script, quoi. C'est un script. À partir du moment où tu franchis la porte du particulier et que tu t'assois à la table parce qu'il est 18h, que
les deux, hein, le couple est rentré, puisque dans les mécaniques, tu fais pas de vente, tu vas pas faire quoi que ce soit si monsieur, madame ne sont pas là, parce que première objection qu'on va te donner, c'est je vais en parler à mon épouse ou je vais en parler à mon époux, donc c'est terminé après. Donc en fait, toi, tu as le script pour répondre à toutes les objections, tu savais déjà exactement, fallait l'apprendre par cœur, tu avais déjà prévu toutes les possibilités, toutes les objections possibles, quoi. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'on te dit, bah, tu rentres, tu t'assois, tu ouvres ton cartable, tu sors tes contrats, tu fais un peu de relationnel, les enfants, ça va, l'école, ah, je vois que vous avez quelque chose, tu essayes de trouver quelque chose dans la maison. Pour créer du lien. Ça paraît aujourd'hui très old school en fait, mais ceci dit, ça fonctionnait, c'est ça qui était impressionnant. Ça doit toujours fonctionner. Et ça fonctionne toujours en fait, c'est-à-dire que même aujourd'hui auprès des professionnels, puisqu'on ne fait que de la vente B2B, aujourd'hui auprès des professionnels, c'est important encore de créer du lien. Donc aujourd'hui, je crée du lien autrement. Je m'intéresse à leur boîte, à leur activité. Je m'intéresse pourquoi ils ont entrepris, qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont lancés dans ce métier. Mais tu crées un lien qui est différent et qui est important pour ensuite rentrer dans une relation de confiance, c'est exagéré, mais en tout cas dans une relation humaine qui va amener à un moment l'acheteur, hein, puisque c'en est un, hein, puisque j'ai le rôle de vendeur dans la démarche, à te dire oui en fait. Et dans la fenêtre, tu passes par le fait ensuite d'aller faire tout le tour de la maison, prendre les mesures, et c'est théâtralisé, des fois c'est un sketch, hein, parce qu'il faut en faire un peu plus que nécessaire pour que les gens comprennent que c'est important de les changer, les fenêtres. Et ensuite tu reviens et tu fais tu passes pour un expert, donc tu fais plein de schémas sur des contrats avec les fenêtres, etc. Tu es en train de nous dire, tu passes pour un expert, tu es en train de nous dire que des fois, tu savais pas forcément ce que tu notais sur ton schéma. Tu connais les croquis, c'est-à-dire que ta fenêtre, elle a deux vantaux, donc tu fais une fenêtre avec deux vantaux. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis tu exagères parce que tu sais que de toute façon, il pourrait faire sans changer ses fenêtres. Ouais. Il y en a des fenêtres, donc l'air ne rentre pas vraiment en fait. D'accord. Et pour peu, ça se trouve, elles sont en PVC, elles sont très bien, ça va rien lui apporter de les changer. Toi, tu les changes pas, tu gagnes pas ta vie et tu remplis pas tes objectifs. Et c'est ton rôle de commercial puisque la société t'a embauché pour ça. Moi, je suis pas resté très longtemps. Hein. Tu as eu un shift à ce moment-là. Alors, est-ce que tu as changé à cause de ça ? Je suis passé du B2C au B2B un peu à cause de ça. Ouais. C'est-à-dire que tu te rends compte que tu fais une proposition de valeur qui est pas nécessaire pour ton client. Qui n'a pas de valeur. Oui, qui n'a pas de valeur. Exactement, c'est exactement ça. Ok. Exactement ça. Pour finir un petit peu avec la présentation, tu as été très rapidement sur le parcours. En gros, bon, voilà, collège, lycée, études générales. J'ai fait un lycée, je suis rentré en première année de BTS. Ok. Au Havre. BTS quoi, NDRC, en MCO. BTS communication. Communication, ouais, ok. communication. Donc là, ça rigole pas, faut que je fasse attention à ce que je fais. Je scrute. Alors rassure-toi, j'ai fait qu'une année. Complète, mais qu'une seule sur deux, donc okay. tu vois le parcours. BTS Com. BTS Com au Havre, une seule année. Pas sérieusement l'année du coup, okay. Puisque je me suis arrêté au bout de la première. T'étais le seul garçon de la classe ? J'étais pas le seul garçon de la classe. C'était ça en vrai ? Alors non, j'étais pas le seul garçon de la classe. C'est pas que pour ça que j'y étais. Parce qu'en communication, souvent c'est ça. J'étais pas le seul garçon, non, parce que c'était de la com. Je voulais faire de la com côté graphique, c'est-à-dire ce qui me plaisait à l'époque, c'était de créer du logo, de créer des affiches, de créer des supports de com visuels. Côté créa quoi. Exactement. Okay. Même si je dessine très mal. Très mal. Hein. Et pour le coup, c'était très institutionnel comme BTS, beaucoup plus tourné sur que la forme pour le coup. Okay. Donc plutôt théorique, le discours, les pratiques de com, etc. Souvent BTS, c'est ça. J'ai pas tellement accroché. J'avais pas tellement accroché au lycée non plus, hein, pour le coup. Et donc du coup, c'est ce qui m'a emmené derrière très rapidement à aller travailler. Parenthèse, je me remercie mes parents de m'avoir mis un coup de pied aux fesses à l'époque. En disant ok, tu veux pas continuer, soit, mais par contre tu vas pas rester dans l'appartement qu'on te loue comme ça gratuitement sans rien faire. Ils m'ont dit tu vas aller travailler et je les en remercie encore. Et ça m'a obligé à me dire bon ok, quoi faire. Et j'ai été vendre des fringues chez Eden Park dans un premier temps. Et c'est là où j'ai découvert le relationnel. Et après je suis passé très vite auprès d'entreprises un peu plus commerciales, donc chez Caparca. C'était de l'alternance ? Non, c'était pas de l'alternance. Donc après ton BTS, tu as pris un CDI direct ? J'ai arrêté les études après une année de BTS et j'ai commencé à vendre des fringues dans une boutique Eden Park. Donc c'était une double boutique parce que le patron avait une boutique au Havre et une boutique à Rouen. Moi j'avais la boutique j'étais son vendeur au début. Hein. Et puis très rapidement, il a vu que j'étais quelqu'un de sérieux, je pense. Et donc je faisais les ouvertures, les fermetures. Des fois, il venait pas dans la journée. Et après, je fermais tout seul. Il y avait une vendeuse avec moi. Et ça se passait très bien. C'est une belle marque, hein, donc ça se passait très très bien. Et j'ai bossé peut-être 1 an et demi comme ça. 1 an et demi. Et puis après, je suis parti à Rouen. Okay. C'est à Rouen où je suis rentré chez Caparca.
et où véritablement j'ai concrétisé cette idée d'aller dans le commerce. Et du coup, juste après cas par cas, on arrive sur une autre entreprise ou on arrive sur Upsales? Non, on arrive sur une autre entreprise pendant 6 ans dans la bureautique. Ok. Alors quelques expériences rapides entre les deux, là Ok. où il a fallu un peu chercher quoi Ouais. faire. Puis ensuite une entreprise qui s'appelait Debussy, Ok. où j'ai beaucoup appris aussi, puisque je suis resté 6 ans, je suis passé responsable des ventes du bureau de Caen. Et là, de la vente de, basiquement, photocopieurs, mais on va dire système d'impression aujourd'hui, auprès des professionnels. Et c'est là où j'ai découvert la vente en B2B. En fait. Et là, on arrive à Upsales. Et après, on arrive à Upsales, Ok, exactement. Alors du coup, là, on s'arrête là. S'arrête, stop. Papa, maman étaient des vendeurs dans l'âme? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Maman est infirmière. Ok. Papa est quelqu'un qui a eu beaucoup d'emplois. Il était pilote d'hélicoptère à la Pas base. mal ça. C'est très cool. Pas mal. Je volais avant de savoir marcher. T'as gardé cette fibre? Moi, je pilote Pas rien du tout. Ma voiture, quoi. Ma voiture, exactement. Ok. Exactement. Non, il est rentré à l'armée, il a appris à piloter à l'armée. Ensuite, il est parti dans le civil. Et ensuite, il a fait un peu de graphisme. Ok. Bossé dans une imprimerie, dans l'Eure, sur la partie CAO à l'époque. Et après, là aujourd'hui, il fabrique des couteaux. Ok. Mais il a été peintre. Là, il est toujours artisan, en gros. Il est artiste, artisan. Ok. Il fait quoi? Du coup, il a son compte. Il est à son compte. Il Ouais. fait où, ses petits couteaux? Il fait ses couteaux dans son atelier, dans le jardin. Chez lui, directement. Ouais, atelier qu'il a construit. C'est quelqu'un qui est très Manuel. très manuel, ouais. On a très déjà, doué on de a, ses- on a ses déjà un mains. coutelier. On va faire l'interview d'un coutelier la semaine prochaine, donc dommage. Mais dans 2 ans, quand on aura, voilà, quand Quand le temps il sera aura passé, froid. on ira. Ok, tu feras un autre, avec grand plaisir. Ok, très bien. Julie. Comment me présenter? Je suis l'épouse de Guillaume, je suis maman de nos 2 enfants. Je suis son associée également dans la création d'Upsales il y a 10 ans. Je suis surtout manager, en fait, si je dois décrire l'activité au quotidien. Manager à la maison avec Ouais. les enfants et avec l'équipe, puisqu'on est quand même 20 personnes. Et ce qui m'anime, c'est de pouvoir les recruter, les former, les écouter, les voir grandir. Ça, c'est un vrai enrichissement. À la base, je suis commerciale, Ouais. c'est ce que j'ai toujours fait depuis que j'ai 18 ans. Et puis, au fur et à mesure, j'ai pris des postes avec des responsabilités pour encadrer des hommes avec un grand H. Et j'ai une grosse préférence pour ce métier-là, même si ma fibre reste extrêmement commerciale, pouvoir transmettre toutes les ficelles des ventes, ça m'anime au quotidien. Alors, dans l'ordre, ton parcours, collège-lycée, pareil, toi, la fibre commerciale, tu l'avais déjà? Je l'ai eu assez rapidement puisque je suis partie dans une filière pro. En mode, à l'époque, c'était bac vente professionnelle, je crois. Donc j'ai eu mon bac, je devais passer en BTS et puis les aléas de la vie ont fait que j'ai dû arrêter un peu prématurément les études, avec beaucoup de regrets encore aujourd'hui. Je pense que quand j'aurai le temps, je reprendrai tout ça juste pour moi. Ok. Donc j'ai dû arrêter, je suis partie sur de la vente en boutique parce que c'est ce que j'avais fait lors de mes stages au fur et à mesure. Alors là ça a été de vente de fringues. Rapidement, je suis passée chez SFR et ils m'ont fait confiance, ils m'ont bien formée. Toi aussi, tu as pris des responsabilités J'ai pris rapidement? des responsabilités assez rapidement là-bas pour encadrer. La boutique était à Mondeville à l'époque, était une très grosse boutique. J'ai fait 3 ans et demi, 4 ans chez SFR. Ok. Et arrivé à un moment, j'ai décidé d'arrêter le B2C parce que je trouvais que j'avais fait le tour. Marre de montrer comment se servir de son téléphone au petit vieux, Ouais, c'est ça? alors j'ai eu la chance de voir l'arrivée des iPhones. Avant les iPhones, c'était les BlackBerry. C'était l'âge d'or des assurances en téléphonie. Les boutiques étaient pleines en permanence. Rien à voir avec ce qu'on voit aujourd'hui dans la téléphonie. Et à l'époque, on vendait du téléphone, de l'accessoire, de l'assurance, mais pas tout le reste encore. Oui, maintenant, tu as aussi la sécurité des maisons, tu as des nouveaux trucs. Effectivement, maintenant, ils sont pas mal développés. Du coup, je suis partie pour aller dans l'entreprise Debussy. C'est là où on s'est rencontrés. Ça a été une des entreprises les plus formatrices que j'ai eues. Ils m'ont tout appris sur le B2B. J'avais un secteur qui était assez large. Un panel, on allait des artisans jusqu'aux boîtes qui avaient 50 personnes. En passant par les cabinets d'experts comptables, les avocats, les notaires, beaucoup de notaires. On a eu pas mal tous les deux.
C'était une belle équipe, une boîte qui avait vraiment le vent en poupe à ce moment-là. Ils avaient plusieurs entités sur Rouen, sur Lille, donc ils nous ont fait pas mal nous déplacer aussi. Ça doit être bien parce que le fait d'avoir différents clients B2B, ne pas être par exemple que sur des notaires ou que sur des avocats. Pas monosecteur, ouais. Voilà, monosecteur, ça doit t'apprendre à gérer plusieurs situations et plusieurs objections différentes. Ça doit être... Ouais. C'est pour ça aussi que c'est formateur. La gestion d'un notaire n'est clairement pas la même qu'un chef d'entreprise qui a une boîte de 20 personnes qui est dans le bâtiment. Les objections, la manière de se comporter... le bâtiment, il nous tutoie tout de suite, les notaires, absolument pas. Voilà, il y a des codes à avoir et ça nous les apprend. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour Upsell, c'est parfait, ça, enfin, cette expérience-là. On a appris la prospection avant tout, parce que il fallait tout monter à ce moment-là. On a appris des montages financiers. Travailler aussi avec des partenaires parce qu'on avait plusieurs fournisseurs, copieurs d'impression. Après, on nous a fait vendre de la GED. Voilà, une multitude de choses. Donc, hyper intéressant. Au moment de Debussy, alors c'était en quelle année ça ? Debussy, moi j'ai commencé en 2008. 2008, c'était quoi, on va dire, les modes de prospection qui avaient le vent en poupe, ce qu'on utilisait à ce moment-là ? Terrain et téléphonique. Très terrain et téléphonique. Il n'y avait pas LinkedIn à l'époque. Ok, ouais, c'est ça. Et les réseaux sociaux, il ne fallait pas compter dessus. Il n'y avait pas de réseau social, il n'y avait pas d'achat de base de données en ligne, il n'y avait pas de scrapping. Il fallait aller à la CCI. Il fallait pour acheter ton petit fichier, etc. Acheter le fichier. Aujourd'hui, c'est toujours la même chose, mais tu dis c'est archaïque, quoi. Non, ça n'existe plus. Non, mais nous, on a vu l'évolution. Ça fait plus de 20 ans que je fais du commerce au sens large. L'évolution, elle est juste dingue. Et là, ça s'est particulièrement accéléré les 5 dernières années. Avec l'IA En fait, j'ai vu un vrai changement post-Covid. L'arrivée de LinkedIn. C'était déjà LinkedIn avant, on l'utilisait, mais c'était sous-utilisé. Nous, dans notre business, on était un peu précurseurs sur le sujet. Passé le Covid, on ne pouvait plus joindre personne par téléphone. Tout le monde s'est dit, mais LinkedIn, c'est un super moyen. Et ça a été un peu envahi, voire maintenant un peu pollué par de la prospection massive. À mon sens, pas suffisamment réfléchie, pas assez personnalisée. Mais bon, voilà, ça n'implique que moi, mais ça a totalement révolutionné quand même le système de prospection. Ce que tu, on va dire, critiques un peu sur LinkedIn, ce sont les messages envoyés avec des plugins genre Wallaxy, des trucs comme ça un peu. Tout est automatisé. Mais en fait, ça se sent à 15 000. Mais c'est comme l'IA, ça se voit à 15 000. Donc ça perd quand même pas mal d'âme. Tout le monde est capable, tout le monde pense être capable de le faire. Tout le monde pense pouvoir avoir du résultat. Au final, c'est pas totalement vrai. C'est pour ça qu'aujourd'hui, encore un peu d'authenticité, encore un peu de fait main sera toujours plus fort que l'utilisation de ces outils, souvent parce qu'ils sont mal utilisés. Quand je dis ça, on dit que je vieillis un peu dans mon métier, mais ouais, j'en suis assez persuadée. Ça fait des années qu'on fonctionne comme ça et on intègre de la nouveauté, c'est important. Il faut rester en phase avec le marché. Le marché, il évolue extrêmement vite. Il faut être toujours en veille de tout ce qui se fait. Il y a de très bonnes choses qui nous font gagner du temps. L'IA en fait partie. Par contre, rien ne vaut la personnalisation, le sur-mesure et utiliser notre savoir-faire. Et peut-être même la rencontre, je ne sais pas, quand vous allez me dire ça dépend du secteur. Mais ça dépend du secteur. Ça dépend des prospects, des personas, du secteur. Si c'est un SaaS, on c'est tu peux le vendre c'est à un distance. Calcul à faire en fonction de ton produit, de la rentabilité tout simplement en fait, que tu vas y trouver. Évidemment qu'il vaut mieux rencontrer quelqu'un physiquement. Tu as un contact, tu vois son environnement, tu vois son savoir-faire, tu t'y intéresses. Exactement. Donc c'est hyper important. Tu peux regarder ses photos et faire les liens, les fameux liens. Exactement. Mais si ton produit, c'est un abonnement à 60 balles par mois, tu vas pas y trouver de la rentabilité. Si là, tu commences à vendre un produit avec un panier moyen beaucoup plus élevé, qui dépasse les 15-20K, voire beaucoup plus, ça vaut le coup de te déplacer. Voilà. C'est un rapport à faire. On arrive sur votre entreprise commune et on est d'accord, c'est juste après que vous décidez de partir et de créer OPSales du coup. Non, il y avait quelques expériences après. Du coup, toi, tu y es resté à Debussy ? Alors, moi, je suis partie en première quand on s'est mariés. J'ai décidé de partir parce que je pensais à l'époque qu'on ne pouvait pas continuer à travailler ensemble et à être mariés. Donc d'abord, on a eu notre premier enfant. Et puis derrière, Guillaume était toujours chez Debussy et la boîte s'est fait racheter.
Et moi, je suis partie pour un blanchisseur industriel du côté de Deauville. Okay. On m'a confié la responsabilité de leur service client. Donc, nouveau métier, avec toujours une base de commerce, mais plus dans le relationnel. Okay. Et là, j'ai appris ce que c'était que le métier industriel, avec la relation, avec le service de transport, l'usine en elle-même, et puis la partie commerce, donc réussir à tout lier en rendant des comptes à mon responsable d'usine, qui sont des personnes qui ont une certaine pression, qui savent bien la redescendre. Là, ma clientèle, ça allait de l'EHPAD en passant par les restaurants étoilés, en passant par les gros hôtels, par les CHU ou les cliniques, avec des problématiques qui sont assez régulières, qui reviennent, et donc réussir à être le lien entre tous ces métiers-là. Okay. C'est un métier qui est très riche, avec beaucoup de pression, qui m'a appris le sens du relationnel plus et du service. Okay. Voilà, avec de l'écoute, avec des problématiques et savoir réagir dans l'urgence. Avant d'aller sur Upsales, j'aimerais bien avoir le pourquoi, le shift qui a fait qu'on s'est dit en fait, mon chéri il me manque, en fait je peux travailler avec lui. Non, non, mais avoir le pourquoi vous êtes dit allez c'est parti, on se lance. Quelle est la raison numéro 1, ce qui a fait qu'on s'est dit allez c'est parti? Est-ce que c'est vous avez rencontré une problématique dans toutes vos expériences et vous êtes dit en fait nous en tant que commercial on a remarqué un truc et ça personne ne le fait et nous on veut accentuer ce truc là? Est-ce que vous vous êtes dit on a envie de se lancer dans notre propre aventure? Voilà, quelle est la raison finalement? Ouais, alors c'est un peu plus simple que ça. Guillaume a arrêté avec Debussy, la boîte qu'il avait rachetée, il avait décidé d'arrêter. Une entreprise qui s'appelle D&A à l'époque l'a contacté en disant on a monté un concept, on fait du développement commercial externalisé, on est sur Paris et aujourd'hui on veut se développer sur toute la France, on cherche des responsables de territoire. Est-ce que ça te branche? Grosso modo, ça s'est passé comme ça. Il m'a posé la question. Moi, j'étais à l'époque enceinte de notre 2e enfant. Okay. Donc, j'étais pendant mon congé mat du blanchisseur industriel. Et il m'a dit, qu'est-ce que t'en penses? Je lui ai dit, bah, lance-toi, en fait. On verra bien ce que ça donne. De toute façon, dans notre branche, du boulot, t'en retrouveras. Vas-y. Donc, il a commencé à la maison, dans le bureau. Et puis, rapidement, on s'est dit qu'il allait falloir prendre un premier business développeur. Il m'a dit, tu peux t'en charger. Donc, on a un souvenir tous les deux qui nous fait toujours sourire. C'est que j'étais extrêmement enceinte, parce que ma fille est arrivée 3 semaines après pour faire notre premier entretien de business développeur et pour embaucher la personne. Okay. Voilà. Et il s'appelle Jérôme. Et à l'époque, il est arrivé. Et son premier jour, Guillaume était là. Le deuxième, il n'était pas là parce que j'étais à la clinique. C'était sport comme arrivé. Voilà, c'était assez sport pour un premier collaborateur. Donc Guillaume a lancé très rapidement, puisque 3 mois après, il a fallu embaucher un deuxième business développeur. À l'époque, on avait bougé de notre maison pour aller dans des bureaux à Hérouville qu'on nous a loués. Et le proprio était hyper sympa parce qu'on lui loue un petit espace. Puis après, on lui dit finalement, Fred, on a besoin d'un plus grand bureau. Donc il nous loue 2 bureaux. Et 8 mois après, on lui dit est-ce qu'on peut avoir tout l'open space qui est au bout? Parce qu'en fait, on grossit beaucoup plus vite que ce qu'on avait imaginé. On a besoin d'un peu plus de place. Puis en plus, on est des commerciaux. On est un peu brillants, on gesticule pas mal, ça bouge, ça a besoin de vivre. Et on avait besoin de pas mal d'espace. Pour revenir à ta question, quand on a eu la petite, il m'a dit là j'ai besoin d'un coup de main sur ça, donc il a fallu s'organiser un peu. Donc je lui ai dit pendant mon congé mat je reste, je fais 6 mois, puis les 6 mois ça a été 8 mois, puis les 8 mois ça a été 1 an. Et à un moment l'équipe a dit mais en fait Julie, est-ce que tu restes ou tu restes pas en fait? Et Guillaume m'a dit mais c'est surtout que là la vitesse où on va et au vu de la structuration que tu as mis en place, est-ce que tu veux bien rester et arrêter ton boulot? Donc j'ai dit oui. Donc là, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Et je vais vous poser la question à tous les deux. On va commencer par Guillaume. Si tu devais présenter OP Sales à quelqu'un qui ne la connaît pas, cette entreprise, comment tu le fais? Sachant qu'il faut être le plus bref possible. Comment je fais en étant le plus bref? On est spécialisé dans la croissance commerciale avec un objectif, accompagner le dirigeant dans son ambition de développement de son chiffre d'affaires. Julie, tu l'expliques comment? Quand je nous présente, je dis qu'on fait du développement commercial externalisé. Pour faire simple, je suis une alternative au recrutement commercial pour les chefs d'entreprise. Ça, c'est sur notre métier principal.
Et après, on est capable de les accompagner à tout moment de leur développement. Voilà, je ne connais pas ma stratégie, j'ai besoin qu'on la monte, à recrute-moi mon directeur des ventes ou mon chef des ventes parce que j'ai grossi et j'ai besoin d'un accompagnement de ce côté-là. En passant par potentiellement forme mes équipes. Oui. Et par peut-être aussi, on vous fait des outils sur mesure. Alors les outils, non, mais si je peux développer un peu plus, c'est je monte ma boîte, mais par contre au niveau développement commercial, j'y connais rien. Donc aide-moi à créer ma stratégie, forme-moi à faire de la prospection, par quel canal, avec quels outils, quel discours je dois avoir, ce genre de choses. Va me chercher du lead, à part de l'automatisation, et complète-moi ça avec de la prospection personnalisée en me fournissant une ressource qui soit formée, experte, pour aller me chercher du chiffre d'affaires. Et là, on ne parle pas de lead, mais vraiment de chiffre d'affaires. Donc c'est là où je dis, on est vraiment l'alternative au recrutement commercial, ce qui évite pour un chef d'entreprise d'avoir à recruter. Et une ressource commerciale, c'est quand même très compliqué à recruter. Donc ça fait un bateau plus léger aussi, c'est bien pour les structures. Exactement. Ça apporte de la souplesse, Ça évite d'avoir les managers au quotidien. Parce que tous les chefs d'entreprise n'ont pas envie d'avoir une casquette de DIRCO. Manager une ressource, c'est déjà compliqué, mais une ressource commerciale, quand on n'est pas issu de ce milieu-là, ça peut être hyper compliqué. Un commercial, il faut savoir l'objectiver et puis surtout, il faut le former au quotidien. C'est-à-dire que c'est un métier qui se construit au fur et à mesure. On a besoin d'être challengé, formé, objectivé et avoir quelqu'un qui nous suit. Sinon, un commercial, il peut partir quand même un peu dans tous les sens. Grosso modo, est-ce que... alors moi, je ne vais pas l'expliquer là, mais je suis aussi responsable com externalisé, un peu comme vous. Et l'idée, c'est que moi, je sois, mine de rien, à la fin, moins cher qu'un responsable en CDI. Est-ce que vous avez cet argument de vente ou c'est rien à voir? Non, on n'est pas moins cher que si tu recrutes un commercial en CDI. Alors, en prenant en considération que tu recrutes le même type de commercial en CDI, tu compares ce qui est comparable, c'est toujours ça la même chose. Donc, quand tu fais une proposition de valeur et que ton client te dit en face de toi, vous êtes plus cher, il faut aussi comparer ce qui est comparable. Bien sûr, bien sûr. Si tu nous compares à un alternant avec les aides d'État, bien évidemment qu'on est peut-être 2 fois plus cher, voire 3 fois plus cher. Ça arrive. C'est vrai ? Oui, ça arrive, oui. On essaye d'expliquer que nous, en fait, c'est une équipe de développement commercial qu'on met à disposition. Et donc, là où il faut nous comparer, et pour le coup, on est comparable, c'est-à-dire qu'on est à un budget équivalent, c'est si tu prends en considération le recrutement de ton BizDev, donc son coût chargé pour l'entreprise, bien évidemment, tu ne compares pas juste au brut, et que tu prends en plus de ça, le fait que toi, dirigeant, il va falloir que tu le manages, donc tu prends ton coût horaire du temps passé, il va falloir que tu lui mettes des outils à disposition, il va falloir que tu prennes un espace dans tes bureaux, et si tu globalises ce coût, là, effectivement, Upsell, c'est une solution à budget équivalent, mais qui finalement a une valeur bien plus forte, qui est de dire, si tu n'es pas dirigeant commercial, et que tu es plutôt un dirigeant technique, c'est-à-dire que tu es un expert métier, tu connais ton métier sur le bout des doigts, tu n'es pas forcément un vendeur dans l'âme, pour le coup, là, tout le temps que tu vas passer toi, il ne va pas être aussi performant dans le management et l'accompagnement de la ressource que nos managers à nous, ou que Julie ou moi. En fait. Okay. Si on prend votre service de responsable externalisé, est-ce que vous vendez un résultat ou vous vendez un process finalement? Tu sais, il y a cette obligation de faire, mais pas d'avoir un résultat. Ça se trouve, vous allez rencontrer des barrières que vous n'avez jamais rencontrées, et puis vous n'allez pas avoir autant de ventes que vous avez l'habitude de faire. Comment ça se passe à ce niveau-là? On vend des moyens, nous. On vend des moyens humains. Et quand on démarre une mission, aujourd'hui, on a fait un choix qu'on tient encore aujourd'hui, qui est le choix de ne pas se siloter. C'est-à-dire que, et c'est ce qui attire énormément de profils chez nous, et c'est ce qui nous anime au quotidien, Julie et moi, c'est un jour, on va intégrer une mission où la société est spécialisée dans le prototypage et les petites séries de cartes électroniques. Le lendemain, on va intégrer une mission où la start-up est spécialisée dans la signature électronique et CANES, soit dit en passant. Un autre jour, on va accompagner une entreprise du sud de la France qui fait des robots de désherbage autonomes. Et
c'est ça qui est hyper enrichissant en fait. Ce qu'on retrouve et ce qu'on a retrouvé, si je fais le parallèle, quand on bossait dans la bureautique, où on pouvait rencontrer le lundi un notaire, et puis le lundi après-midi, on pouvait être en plein milieu d'une industrie où il y avait 80 personnes et un pool de machines énorme en fait. Ok. Et donc c'est ce qui est hyper enrichissant et ce qui nous fait grandir. Et donc du coup, le fait de ne pas se siloter fait que on découvre le marché à chaque fois. Donc nous, ce qu'on met, c'est des moyens humains. On s'engage sur ces moyens humains. On donne beaucoup de visibilité aux dirigeants sur la productivité de ces moyens humains et sa performance commerciale, d'accord ? Mais on peut difficilement s'engager sur des résultats en fait. C'est compliqué parce qu'en fait, on n'est pas responsable du produit, de l'offre, de l'alignement de nos clients avec leur marché. Ouais. Alors, par contre, on est force de proposition sur ça. Si à un moment, il y a un décalage parce qu'on trouve des opportunités hyper intéressantes et qu'au bout de 15 propositions faites sur le marché qui est censé être aligné, en fait, les propositions ne passent pas, ça veut dire que on a un problème sur le pricing de notre client, ou on a un problème sur la proposition en elle-même, et il y a des réajustements. On ne les laisse pas comme ça en disant c'est un échec, et puis on passe au prochain. Donc, il y a vraiment une co-construction de leur stratégie commerciale. Vous avez des agences de com ? Ça nous est arrivé plein de fois, on en a accompagné pas mal. Là, sur Caen ? Si on revient un petit peu, il y a 10 ans du coup, à la création de Upsales, vous vous rappelez de votre première mission ? De notre première mission, c'était Christophe. C'était Christophe, la première mission. Moi, j'étais pas dessus. Est-ce que vous avez pas dessus, non, moi, c'était YouSign. C'est pas mal. Toi, c'était YouSign. C'est pas mal. C'est pour ça que c'est parti vite aussi, peut-être avec un client comme YouSign. Ouais, forcément. En fait, on a eu un alignement promoteur. De planète de dingue. En fait, c'est que pour le coup, que Luc et Antoine nous fassent confiance, on était quasi aussi jeunes que eux. On avait quelques mois, quelques années quand on a commencé avec eux. Ils sortaient d'incubation, ils rentraient au forum digital, ils étaient 5 et on s'est rencontrés. Et je pense que la confiance s'est établie comme ça parce qu'on était finalement 2 dirigeants avec une ambition de croissance assez folle, de vouloir lancer notre boîte et la développer. Et je pense quasi aussi sûr de notre compétence en fait, à la fois lui dans son offre de signature électronique par rapport à sa position sur le marché et à la fois nous dans notre compétence à accompagner les entreprises dans leur développement commercial. Il y a eu un alignement énorme et je pense que la proposition de valeur de YouSign a fait bien évidemment et même plus que bien évidemment beaucoup dans la démarche. Et on a accompagné et on a eu des résultats et pendant 2 ans et demi on s'est éclaté à bosser avec eux, à aller attaquer un marché. On a eu la chance qu'ils nous confient le marché ETI, grand compte, tout ce qui était banque, assurance, immobilier. Vous allez à l'international, vous, du coup, ou pas ? Oui, aujourd'hui, à l'époque, non, mais aujourd'hui, oui. Au moment du YouSign, vous y alliez pas ? Non, il n'y allait pas non plus. Cette ambition. Okay. Il y allait pas. Ouais, faut juste se rappeler du contexte. C'était il y a plus de 9 ans. Aujourd'hui, la signature électronique, on en voit partout, c'est habituel, c'est rentré dans les mœurs. Il y a 9 ans, c'était clairement pas le cas. Donc, on a fait le choix de dire, on va vraiment aller sur une cible qui peut être évangélisable parce qu'elle était un peu plus mature, qui était la promotion immobilière, qui était les assurances, les mutuelles, les prévoyances, tout ça. Parce j'avais tenté 2-3 autres choses à côté, ils étaient clairement pas mûrs. Et puis en plus, il y avait un cadre légal qui était beaucoup plus rigide. Et donc, on a été bill on taille dessus. Et effectivement, ça a aidé au développement, au lancement, parce qu'à l'époque, il y avait un géant européen et un géant américain. Donc le petit français qui débarquait... Ils avaient de la concurrence déjà ? Oui, il y avait quelque chose, ils étaient quasiment tout seuls. Il y avait 2 gros faiseurs internationaux qui commençaient à déjà bien s'implanter sur le marché français. Okay. Donc il a fallu faire une place à l'époque, la petite start-up française, normande. Et on s'est fait confiance mutuellement. Je pense surtout que ça tient à on a hyper bien matché, on s'est compris, on a vu la qualité de leurs produits. Surtout, les mecs étaient hyper sérieux, ils savaient de quoi ils parlaient. Le produit tenait la route. Quand on faisait des démos, ça tenait la route. Et puis, on s'est fait confiance et ils ont vu aussi notre expertise. Moi, j'ai été sur le terrain avec eux, on a fait des salons, on a fait plein de choses. Ils ont vu assez rapidement aussi le retour sur investissement de la confiance qu'ils nous avaient donnée. Alors aujourd'hui, Upsales, c'est un accélérateur commercial.
avec du coup 5 briques, on va dire. Est-ce que vous pouvez nous les exposer une par une, qu'on comprenne bien en gros, on va dire la palette de services que vous avez à Upsales. Qui veut se lancer? Allez, on va se faire En général, c'est son boulot. un levier chacun. On a un levier historique qui est Optime. Optime, c'est la mise à disposition de notre équipe de développement commercial sur un principe de temps partagé. On va dédier entre 25% du temps dans le mois jusqu'à 100% du temps dans le mois, et même pour certaines entreprises, 150, 200%, 250%, en dédiant jusqu'à 2 voire 3 ressources temps plein. Là, l'objectif, c'est d'apporter une alternative aux dirigeants, qui est celle de recruter, du coup, en apportant la souplesse de l'externalisation, l'expertise d'une démarche commerciale sur des marchés B2B. On est vraiment focalisé sur des marchés B2B. On essaye d'aller sur des marchés B2B où la mission et notre client a une proposition de valeur assez différenciante, assez innovante ou technologique. On aura peu de valeur sur des marchés beaucoup plus concurrentiels, type par exemple la bureautique dont on vient. C'est des entreprises où commercialement c'est très structuré, 60% de la force c'est du commerce. On va plutôt dans des boîtes où le commerce est structuré, alors ou pas d'ailleurs, parce qu'on a 2 typologies de clients sur ce marché. C'est le dirigeant qui est tout seul et qui a sa casquette, que je définis comme multicasquette, et il y en a beaucoup, tu as dû en rencontrer. Ils sont à la fois dirigeants, CEO de leur boîte, mais aussi DIRCO, quelquefois DRH, DAF aussi. Et puis cette casquette direction commerciale, elle est externalisable sur la démarche de prospection, puisqu'en fait ce qu'on fait avec ces dirigeants qui sont tout seuls, on crée une vraie équipe entre notre compétence de chasse, d'accord, parce qu'on est on est des chasseurs. Dans le commerce, il y a les chasseurs, il y a les éleveurs, nous on est les chasseurs. Donc on crée une équipe, une complémentarité, c'est le mot que je cherchais, entre le dirigeant qui a sa compétence technique et nous qui avons la compétence commerciale. Donc on va chasser, attaquer des marchés, ouvrir et des fois enfoncer des portes, et puis on va amener notre client à rencontrer ses prospects. Lui va jouer son rôle de dirigeant, porteur de son projet et défenseur de son expertise, et donc séduire ce prospect pour l'emmener dans le cycle de vente, et derrière on va nous l'accompagner jusqu'aux phases de closing et de négociation du contrat. D'accord ? Ok, donc vous allez jusqu'au closing, c'est pas l'entreprise qui le fait, cette partie, on convertit. Ça dépend si elle est ou pas structurée, en fait. D'accord ? Donc là, le cas de figure de quand il est tout seul, ce dirigeant, très souvent on l'accompagne jusqu'au closing. Okay. Et puis ensuite, on travaille pour des sociétés, on travaille pour une entreprise, ils sont dans le monde plusieurs milliers, c'est un très grand groupe financier. On travaille pour une de ses filiales, ils sont plusieurs centaines. On fait de l'aléa humain, donc on place des hommes qui sont des directions financières, directions comptables, sur un principe d'aléa humain. L'aléa humain, c'est un départ à la retraite que tu n'as pas anticipé, un arrêt maternité que tu n'as pas anticipé, un arrêt maladie qui tombe longue durée, et ça c'est compliqué d'anticiper, donc tu te prends ça un peu sur la figure. Et là, tu as ton directeur comptable, directeur financier, qui n'est plus là du jour au lendemain. Tu ne peux pas rentrer dans une démarche de recrutement parce que c'est du recrutement très très long, ou le temps que tu rentres dans une démarche de recrutement, ça peut te prendre 9 mois, 10 mois, 12 mois. En attendant, tu n'as plus personne au poste. Et notre client est capable du jour au lendemain, lui, d'avoir des consultants qui sont capables de reprendre ce niveau de management dans l'entreprise. C'est difficile de recruter dans votre secteur ? Alors, dans le nôtre, oui, c'est assez compliqué dans le nôtre de recruter. Trouver le bon profil, le bon profil commercial. Okay. Et donc ce client, lui, il est structuré. Ils sont plusieurs centaines, il a de la force commerciale. Mais il a des technico-commerciaux ou des ingénieurs commerciaux. Et donc c'est des profils qui ne chassent pas. C'est des profils, ils ont la compétence métier, ils sont très bons dans la phase de négociation, closing, dans la phase de présentation de l'expertise. Par contre, tu leur dis, mon gars, il faut aller prendre ton téléphone, il faut aller taper aux portes, il faut les enfoncer, il faut se prendre du barrage secrétaire, il faut qu'au quotidien, tu passes des phases de prospection assez intenses pour pouvoir trouver du business. Ils te disent, je ne suis pas très motivé à l'idée, ma valeur, elle est plutôt après. Et ils ont raison de dire, ma valeur, elle est plutôt après. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup plus de valeur dans la fin du cycle que dans le début du cycle de vente. Okay. Et donc là, on crée une complémentarité. Là, on ne va pas jusqu'au bout du cycle de vente, on va plutôt nourrir les équipes internes. Et là, notre métier, il est un petit peu différent. On est alors, des sales quand l'entreprise n'est pas structurée. Alors, on anglicisme beaucoup, dans notre métier. On est des sales quand l'entreprise n'est pas structurée, qu'il n'y a pas de force de vente. Des vendeurs, merci. Et on est, attention à l'acronyme, on est des SDR, on va dire on est des prospecteurs, pour franciser. Quand l'entreprise est structurée, on se concentre sur la prospection, et une fois qu'on trouve des projets, on les transmet à notre client, et c'est ces équipes de vendeurs qui se chargent jusqu'au closing. Donc ça, c'est Optime.
c'est 80% de notre effectif aujourd'hui. C'est 14 business développeurs, 2 managers, avec un pool de plusieurs dizaines de clients qu'on accompagne dans le développement sur des marchés B2B. Donc ça, c'était Optime. Optime. Pour rebondir sur un truc que tu as dit, tu as parlé du barrage secrétaire. C'est quoi le meilleur tips que tu nous donnes pour surpasser ce barrage secrétaire? Tu vas me dire, c'est de choper le numéro du dirigeant directement. Mais... Alors ce tips, le premier tip, c'est si tu as le portable du patron, voilà. ou de ton interlocuteur ciblé. C'est le top. Comme ça, le barrage secrétaire, tu te l'évites. Le tips ce que j'explique aux équipes, c'est de mener la prospection en essayant d'être caché, c'est-à-dire de ne pas laisser penser que tu es un commercial. Ok, que tu n'es pas là pour vendre. Et que tu n'es pas là pour vendre. Et donc l'idée, c'est de dire, tiens, je veux appeler Axel, c'est de dire, bonjour, Guillaume pour Axel, s'il vous plaît, dans un premier temps, d'accord ? Et là, je laisse penser que je te connais et que potentiellement, on a déjà échangé. Après, elle va te dire, vous êtes Axel, vous êtes Guillaume qui ? Je suis Guillaume Barré, d'accord. Mais de quelle société ? Je suis de la société Upsales. Ok, mais société Upsales, elle fait quoi ? Du développement commercial. L'idée, c'est de rentrer dans une démarche où... En me disant, ça se trouve, au fur et à mesure, elle va me le passer directement. Exactement. À un moment, c'est un peu le chat et la souris. C'est-à-dire que moi, je ne dois pas dire « Bonjour, je suis Guillaume Barré, société Upsales, on fait du développement commercial, je voudrais parler à Axel. » Parce que là, tout de suite, bim, gros tampon sur le front. Encore un commercial qui essaye de vendre quelque chose à Axel. Mais plutôt d'essayer d'être assez directif. Alors, directif ne veut pas dire, et c'est toute la souplesse des fois sur les jeunes commerciaux, parce que quand tu leur dis « Il faut que tu sois directif », tout de suite, le ton se ferme et ils deviennent assez durs dans la prospection. Donc, il faut garder le sourire, faut être sympathique, mais il faut être assez directif. C'est-à-dire qu'il faut venir avec l'assurance de dire « Je suis Guillaume, je veux parler à Axel », et là, tu augmentes un peu ton taux de passage, en fait. Ok, très bien. Après, le barrage secrétaire reste le barrage secrétaire. Des tips, il y en a des dizaines. Ce qu'il faut, c'est de la sympathie. Et ce qu'il faut aussi, surtout, c'est de la pugnacité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'arrêter à un échec, mais il faut aller à plusieurs échecs. Il y a une courbe, il faudra un schéma pour l'expliquer, mais il y a une courbe des commerciaux et de la réussite. Les commerciaux ont le plus grand nombre de commerciaux arrêtent assez tôt, d'accord ? Il y en a peu et le nombre diminue drastiquement dès que tu passes les 4, 5, 6, 7 contacts. Okay. D'accord ? Et c'est là où tu vois les plus pugnaces d'entre nous. Et par contre, dès que tu passes les 4, 5, 6, 7 contacts, le taux d'accélération du commerce augmente, lui. C'est-à-dire que c'est des courbes qui se croisent. Ouais. Ta performance commerciale augmente à partir du moment où... Donc tu nous dis qu'il faut tester 7 fois avant de... Il faut tester 6, 7 fois le contact avant de l'avoir. Et il faut être surtout très pugnace. Toujours de la même manière ? C'est-à-dire que si tu as décidé que c'était du phoning, tu continues le phoning ou tu essaies de choper le contact d'une autre manière ? Non, l'idée c'est d'essayer de... Alors l'image, tu disais que tu aimais les images. Ouais. C'est que si la porte elle est fermée, tu essayes de taper à la fenêtre. Et puis si la fenêtre est fermée, c'est bientôt Noël. Tu essayes de passer par la cheminée. Bien vu. Et c'est ça l'idée en fait. C'est de dire tu multiplies les points de contact. Tu essayes le téléphone ça passe pas, tu essayes de le contacter sur LinkedIn, tu attends qu'il t'accepte, quand il t'a accepté, tu essayes de lui push un message personnalisé pour dire, c'est pas juste bonjour, je suis Guillaume, on est les meilleurs commerciaux du monde, tu as sûrement besoin de nous. Non, c'est pas ça, c'est plutôt bonjour, aujourd'hui tu es DIRCO, tu es CEO, on a vu que ta boîte elle avait de la croissance, tu as sûrement des enjeux de développement demain, on en discute en fait. Tu vois, l'approche est un peu différente, très personnalisée et beaucoup tournée. Je crois que ce qui fait que les bons commerciaux, c'est l'empathie, c'est-à-dire qu'on a une vraie curiosité. On joue pas, tout à l'heure, je disais, on théâtralise, oui, on théâtralise bien évidemment, mais on est très très curieux, et c'est ça qui fait notre réussite, et c'est une curiosité qui est démontrée, qui est sincère. C'est pas juste, je m'impose d'être curieux parce que mon métier nécessite de rentrer dans une phase de recherche et de découverte du besoin. Je pense qu'il faut le faire sincèrement, c'est-à-dire que moi j'ai un plaisir à discuter avec les gens, à comprendre de la manière dont ils travaillent, à comprendre leurs problématiques, à comprendre leurs enjeux, à comprendre leur structuration, pour dire, tiens, à un moment, dans cette compréhension, y a un truc qui va fitter, on va s'aligner sur ma proposition de valeur et ton caillou dans la chaussure. Et c'est là où moi, j'ai la solution pour que quand tu remettes le pied demain, magiquement, t'es plus mal ou moins mal en tout cas. Hop. Désolé d'interrompre ce superbe épisode, mais je dois te parler de Femacom, l'agence de communication qui gère ce podcast. Si tu es entrepreneur ou entrepreneuse, cette question va te parler. Comment trouver le temps de gérer ses réseaux sociaux quand on a 1000 choses à faire ? Et bien c'est là que Femacom entre en jeu. Nous avons un service de community management sur mesure. L'objectif il est très simple, c'est de développer ta notoriété, ta visibilité, voire même trouver tes premiers clients. Comment on fait ? Et bien grâce à du contenu impactant et surtout grâce à une présence en ligne cohérente et régulière.
Plus besoin de stresser pour ton planning éditorial puisque l'équipe s'occupe de tout. Si jamais ce service t'intéresse, n'hésite pas à nous contacter à axel@femacom.fr. Je te laisse avec la suite de cet épisode qui, j'en suis sûr, va te régaler. J'adore les images. Julie, le service juste après, alors là c'était Optime. Ça, c'était Optime. Je peux parler d'Op Recrute. Recrute. Donc, c'est notre cabinet de recrutement spécialisé en force de vente. Okay. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on croise des clients pour Optime. Parfois, ils n'ont pas besoin d'externaliser, mais d'internaliser. Ça peut être leurs ingénieurs commerciaux, leurs technico-commerciaux. On a fait pas mal de directeurs commerciaux, de responsables internationaux. Et on a tendance à dire qui de mieux que des commerciaux ou une directrice commerciale pour aller recruter vos commerciaux. Des cabinets de recrutement, il y en a plein. Ils font très bien le travail. Je dis simplement qu'il est très spécifique de recruter une ressource commerciale. Il y a plein de profils. Donc c'est ce que j'allais dire, c'est quoi? Qu'est-ce que tu regardes toi? Je les fais beaucoup parler, puisqu'un commercial est censé être curieux, il est censé avoir une bonne élocution, il est censé avoir une posture, donc je les fais déjà beaucoup parler. Et dans le temps, quand on les fait parler, à un moment, s'ils avaient une posture un peu fausse, quand l'entretien il dure 3/4 d'heure, 1 heure, à un moment, ils lâchent. Ouais. Donc s'il y a un peu d'imposture, ça se ressent à ce moment-là. Après, il y a checker aussi les chiffres, leurs résultats qu'ils ont pu avoir auparavant. Parfois, il y a des incohérences. Commercial, je ne veux pas faire une image trop grossie du profil, mais ils baratinent quand même un peu, quoi. Ok. Donc, comment tu fais pour les repérer? Déjà, je fais ça depuis 20 ans. Donc, leur métier, leur business, leur quotidien, je le connais. Je le pratique. Je l'ai pratiqué énormément auparavant. Je suis un peu moins dans la partie commerce. Mais je connais quand même bien le boulot. Tu as eu une histoire de recrutement d'un baratineur, tu te dis, oh toi mon coquin? J'en ai plein. Non mais on en a plein. Non mais des impostures. Mais il y a des moments, je me dis, mais c'est pas possible. Ils nous prennent vraiment pour des buses. Donc des chiffres qui sont complètement extravagants. Leur chiffre de prospection. Quand le mec commence à... Donc souvent, ils bloquent. Mince, je sais pas dire combien, c'est quoi raisonnablement, combien je passe d'appels par jour. Quand le mec commence à me sortir 300 ou 400, déjà je tique un peu. Et c'est surtout, mais du coup ton taux de conversion derrière c'est quoi? Et alors là, parfois ils partent dans des délires. Ouais. Et en fait, on prospecte. Moi, j'ai quand même plus de 14 business développeurs dans mon open space. Et donc, en fait, on accompagne beaucoup de clients différents. Guillaume, il en a parlé. Donc, en fait, les taux de conversion en fonction des métiers, quand c'est du service, quand c'est du SaaS, quand c'est de l'innovation, je les connais. Je monte les stratégies pour nos clients. Ouais. Donc, et après, je suis et je fais les formations pour les business développeurs. Donc, les ratios et l'analyse des chiffres, je les ai au quotidien. Donc, déjà, on sent déjà bien si le mec est un baratineur ou pas. Mais avant le baratin, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la posture. La manière de se présenter, de savoir donner ses expériences, de faire le lien, d'être curieux. Le nombre d'entretiens qui ne sont pas préparés. Pour des commerciaux, c'est assez inquiétant, puisqu'un rendez-vous qu'on va faire pour un client, on doit le préparer en amont. S'ils ne savent déjà pas préparer un entretien, c'est quand même hyper inquiétant. Ça va représenter la boîte, avoir préparé des questions qui soient pertinentes, qui s'intéressent, qui soient réellement curieux. En fait, vous, ils représentent même 2 boîtes. Ils représentent vous et votre client. Les nôtres, oui. C'est double tranchant. C'est même plus que ça. Mes business développeurs, pour la plupart, ils gèrent 2 clients simultanément. Et pour certains, 3. Ouais. Donc, c'était une des questions, combien de clients maximum pouvaient avoir? Pas plus que 3. Et 3, c'est mes seniors. Okay. Ils ont déjà de l'expérience chez nous. Et puis, ça dépend des missions qu'on leur confie. Enfin, il y a beaucoup de paramètres là-dessus. Si j'en reviens au cabinet de recrutement, voilà, l'idée, c'est de dire, on va recruter. Alors, comme pour Optime, moi, j'aime bien les clients qui ont une expertise, qui sont dans l'innovation ou les nouvelles technologies. On ne fait pas que ça. Mais autant on n'a pas voulu aller sur un secteur précis, puisqu'on fait de l'industrie, du médical, du service, on en a parlé, pas mal de boîtes dans le digital. Mais dans le digital, on met quand même beaucoup de choses. Aujourd'hui, ça passe par la cybersécurité, par de l'ERP sur mesure, voilà, une multitude de boîtes.
Et dans le cabinet de recrutement, souvent ça matche bien avec les prospects que Guillaume me ramène, parce qu'ils voient très rapidement que leur métier, même si je ne l'ai pas fait, même si parfois je n'ai pas accompagné, je percute très rapidement c'est qui leur persona, c'est quoi leur segmentation, c'est quoi leurs problématiques au quotidien. Et puis souvent, je revois aussi la fiche de poste, parce qu'ils sont parfois un peu à côté de la plaque sur leurs besoins. Évidemment, tu es chef d'entreprise, tu voudrais un mec qui est capable et de prospecter, mais aussi d'être un super ingénieur commercial, et puis qui prenne aussi un peu la casquette du DIRCO, parce que toi, tu ne peux plus gérer ça. À un moment, tout ne rentre pas. Les multiprofils, Guillaume l'a dit tout à l'heure, dans notre métier, tu as les éleveurs et les chasseurs. Et autant tu deviens chasseur, et le but, c'est de devenir un éleveur, parce que prospecter, Guillaume a dit, il faut de la pugnacité, c'est vrai. C'est un métier que tu fais, tu apprends beaucoup de choses, c'est quand même la base de notre métier, mais j'ai rarement vu des prospecteurs de 40 ans. Encore qui font ça au quotidien. Ouais. C'est quand même assez rare. Et donc le but en général, c'est de passer en mode éleveur. Et donc là, tu rentres dans quelque chose d'un peu plus technique, tu vas faire des rendez-vous, tu peux rentrer dans la relation client. Il y a plein de choses de ce côté-là. Donc déjà, il faut savoir quel profil tu as besoin. Donc régulièrement, on rédige ensemble la fiche de poste, on revoit le besoin, on le caractérise un peu pour aller derrière chasser les meilleurs profils qui leur correspondent. Okay. D'accord ? Et après, au niveau de la chasse des profils, alors déjà, j'ai moi une CVTech qui est assez conséquente, parce que 10 ans de recrutement déjà pour nous. J'ai peut-être un profil en off, vous me ferez penser. Je pense que c'est fatigant comme métier. Les 3 premiers mois. Alors oui, déjà, dans les commerciaux, le turnover, il est énorme. Ouais, j'imagine. Donc c'est toujours une complexité. Je fais pas mal de réseaux. Il n'y a pas un chef d'entreprise qui ne me parle pas de ses problèmes. De recrutement tout court, mais aussi de ses problèmes avec ses commerciaux. Ouais. Et le problème de turnover, c'est quand même assez général. C'est quoi souvent les facteurs ? Les commerciaux, déjà ils veulent toujours plus, mais ça va avec nos profils. Fallait le dire. Enfin, mais c'est normal en fait, ça va avec nos profils, parce que ils sont curieux, parce qu'on est rémunéré aussi en grande partie par rapport aux résultats. Donc on a cette habitude d'aller chercher toujours plus. Ensuite, le secteur global, il est hyper tendu, donc ils sont hyper chassés, donc ils sont courtisés en permanence, et c'est à celui qui offre le plus. Donc du coup, beaucoup de turnover par rapport à ça. Et puis, il y a un autre problème, et là, je les comprends complètement. Les commerciaux, ils bougent beaucoup, parce que parfois, les boîtes, elles ne savent pas les former, elles ne savent pas leur donner des perspectives d'évolution, et ils se retrouvent un peu tout seuls. C'est quand même le mec qui ramène le chiffre d'affaires de la boîte. Donc, si derrière, on ne lui donne pas les bons outils, on ne lui donne pas le bon cadre de formation, et on ne le projette pas dans écoute, demain, tu vas pouvoir faire quoi, et où est-ce qu'on peut t'emmener, c'est hyper compliqué, c'est pas du tout motivant. Donc, c'est une ressource qu'il faut animer au quotidien. Elle a besoin d'apprendre, elle a besoin d'évoluer. Ouais, en gros, tu peux pas le recruter, le laisser en toute autonomie, et lui dire écoute, moi je m'y connais moins que toi, je te fais confiance, vas-y. Mais ça marche jamais. Réellement, c'est ce qui se passe, et on est vraiment atterré. On croise parfois des prospects qu'on rentre dans le pool optime, qui nous ont dit je comprends pas, j'ai mis quelqu'un, ça n'a pas marché. Donc je vais creuser un peu, mais c'était un alternant. D'accord. Et c'était un alternant de quel niveau ? C'était un BTS. Ouais, d'accord. Oui, voilà, comment tu l'as cadré ? Les mecs. Je lui ai donné un fichier. Oui, mais tu as fait quoi avec lui au quotidien ? En gros, pas grand-chose. Quand on rentre un peu dans le détail, il est accompagné les 2 premiers mois, pour les meilleurs, les 3. Et après, ça s'arrête là. Et on lui dit, chaque fin de mois, t'as sorti quoi ? Il y a combien de calls ? Il y a combien de rendez-vous ? Il y a quoi comme chiffre d'affaires ? Ça ne peut pas fonctionner, en fait. C'est juste pas possible. Donc là, l'idée avec Hop Recrute, c'est de dire, je vais non seulement définir le profil qu'il te faut, si toi tu ne l'as pas encore fait complètement, je vais aller rédiger ton annonce, je vais aller te sourcer les profils qui peuvent te correspondre, on va faire les entretiens ensemble, ou je vais les faire pour toi si toi tu ne veux pas du tout les faire. On va aller checker un peu tout l'environnement, c'est-à-dire prise de référence obligatoire. Et puis, une fois qu'il est rentré, je vais t'aider, si tu le souhaites, à
dire, bah voilà, l'intégration des 3 premières semaines, on va cadencer comme ça. Et si tu veux, les 6 premiers mois, je vais jouer le rôle de ta DIRCO Donc ça, avec c'est des entretiens. c'est plus Hop Recrute, là, on C'est dépasse sur un autre, non? un peu plus. De A à quoi. Z et plus, quoi. Ouais, parce qu'en fait, il y a un vrai besoin de ce côté-là. Et en fait, tout ça, c'est des choses qui ont été demandées. Donc en fait, on a monté les services systématiquement. À la base, nous, quand on a commencé avec DA, donc c'est eux qui nous ont appris le développement commercial externalisé. Mais donc, on a eu ce métier-là pendant plus de 7 ans en faisant juste ça. Puis en fait, durant ces 7 ans, il y a des clients qui nous ont dit « Ok, super. Maintenant, moi, j'ai passé une start-up. Ils aiment bien travailler avec nous sur un plan qui va de 2 à 3 ans parce qu'il faut qu'ils approuvent leur marché, qu'ils comprennent le fonctionnement. C'est quoi le bon pitch? C'est quoi mon bon persona? Ma segmentation idéale, c'est quoi ?» Et donc, du coup, il y a une souplesse qu'on apporte avec Optime. Ils prennent moins de risques avec Optime. Ce n'est pas un CDI, ils ne sont pas main liée avec une ressource. Et ils ont surtout une équipe d'experts. Ils n'ont pas juste une ressource. Donc, ils nous prennent dessus. Sauf qu'au bout de 2 à 3 ans, si ça a plutôt bien marché pour eux, ils font un autre tour de table. Et à un moment, il faut sécuriser sa ressource commerciale. Et donc là, on nous a dit, OK, super. Par contre, là, moi, mes investisseurs, ils demandent à ce que j'internalise ma ressource commerciale, ce qu'on comprend tout à fait. Et là, ils nous ont dit, est-ce que tu peux aller me recruter? Ça fait 2 ans, 3 ans qu'on bosse ensemble, tu connais mon marché, tu sais comment je suis aussi, parce que le recrutement, c'est quand même une affaire d'homme, la personne que tu recrutes. Mais il faut avoir envie de bosser avec le mec, il faut comprendre son fonctionnement. Et donc, du coup, le fait que je les connaisse aussi de ce côté-là, on m'a dit, va me chercher une ressource, aide-nous à nous structurer. Il y a eu ça. Et puis, il y a eu des boîtes parfois qui étaient petites. Et Guillaume va expliquer après le métier peut-être d'UpCoach. Mais de nous dire, en fait, moi, pour l'instant, c'est trop tôt. Je suis encore trop jeune sur la partie développement. Il y a des mecs et je n'ai pas les moyens de vous prendre quelqu'un sur la partie Optime. Par contre, j'aimerais apprendre à prospecter. Je voudrais comprendre comment j'ai une bonne base de données. Je voudrais apprendre à pitcher, parce que c'est quand même la base. C'est demain, pour commencer, tu vas faire du réseau. Si tu ne sais pas serrer une main et expliquer en 20-30 secondes ton métier, ça ne sert à rien. Donc ça, c'est des formations sur lesquelles on peut les accompagner. Okay. Donc au fur et à mesure, on a monté tous ces services-là, tout simplement parce que c'est des demandes qu'on a eues les 7 premières années d'activité quand on était encore sur la partie DR. En ce qui vous concerne, vous savez pitcher Upsales. Il n'y a pas de... Il me semble. Ça vous rassure? Heureusement que le cordonnier n'est pas trop mal chaussé. Et c'est rare, parce que tu vois, moi en communication, je suis ultra mal chaussé. Troisième brique, du coup, tu as rebondi, tu l'as déjà mentionné, OpCoach. Sur la partie OpCoach, ouais. Du coup, ça veut dire organisme de formation, ça veut dire Calliope? Pas encore. Pas du tout? C'est le projet 2026. Okay. C'est pas drôle. Non, ça c'est pas le truc le plus drôle. C'est ce que tout le monde me dit, ça m'inquiète un peu. Mais vous êtes bien structuré, vous allez avoir les bons outils, ça peut être un peu plus simple. Mais moi qui étais petit, passer par des outils qui peuvent coûter cher, comme je suis pas bon en commerce en tant que... C'est surtout très chronophage. C'est très chronophage, c'est chiant. Ouais. Mais vous allez savoir gérer ça, c'est pas un problème. On va dédier du temps, il faut en passer par là, j'en suis assez persuadée. C'est sûr et certain. Alors sur OpCoach, c'est pas quelque chose qu'on nous a forcément demandé là pour le moment, parce que aujourd'hui, on a accompagné beaucoup ou des jeunes chefs d'entreprise, ou des entreprises qui existent depuis des années, et à un moment, en fait, le chiffre rentre plus comme il rentrait. Et donc, ils ont besoin d'un œil neuf et qu'on les accompagne pour revoir la stratégie commerciale. Ce qui se fait aujourd'hui, etc. Ouais. Ouais, bien sûr. Mais Guillaume, il accompagne aussi là, un chef d'entreprise qui a une équipe, et c'est encore un petit peu différent. Ouais, complètement. Ouais. OpCoach peut à la fois être pour le dirigeant, mais aussi pour les équipes. Et puis ça, c'est le prochain métier aussi qu'on a défini sous UpLearn, où l'idée, c'est de former aussi les commerciaux. Donc, il y a aussi l'enjeu Calliope derrière, pour se dire, à la fois, on peut accompagner le dirigeant lui-même dans sa réflexion stratégique ou dans sa montée en compétences, lui, au démarrage, qu'il soit solopreneur au début ou dirigeant d'une petite équipe, et qui se doivent, lui, de porter finalement cette casquette de commerce. Qui lui permettra d'avoir un œil avisé quand il faudra suivre du coup ses équipes lui tout seul. Exactement. Et puis aussi de former les équipes aussi demain à performer sur la prospection, pour celles qui ne prospectent pas forcément de manière très performante, ou qui ne prospectent pas du tout. Il y a des boîtes où elles se développent et tant mieux. Et il faut surtout profiter de ça par l'entrant, par le bouche à oreille, par le réseau. Et à un moment, le problème, c'est que ces mécaniques-là, elles ont très souvent un plafond de verre. Et il faut, pour le dépasser, mettre du proactif, il faut mettre du sortant. Et
c'est là où des fois les équipes ne sont pas habituées à ça. Et c'est notre objectif demain, c'est de dire tu ne veux pas externaliser soit, par contre tu veux peut-être motiver tes équipes à le faire, cette mécanique de prospection, et donc du coup d'apprendre, de transmettre ce qu'on fait avec nos équipes à des équipes qui ne savent pas chasser ou qui ne chassent pas du tout. Là, du coup, on a entamé un petit peu les deux briques. Il en reste une, je crois. Upgrowth. Il y a une dernière brique qui est Upgrowth, encore de l'anglais. On pourrait appeler ça Upcroissance. Si non, mais je me suis déjà fait engueuler sur le podcast parce qu'un jour j'ai dit We are open. Du coup, vaut mieux tout dire. Vaut mieux tout traduire maintenant. On va tout traduire. Alors, sauf que dans le gros, il y a beaucoup de. Alors, dans la croissance, il y a beaucoup d'anglais dans ce métier. On accompagne de deux manières les entreprises dans la partie digitale de la prospection. Aujourd'hui, sur Opteam, on met l'humain au centre de cette mécanique, puisque c'est nos business développeurs, nos commerciaux, qui vont faire partie de cette équipe et qui vont aller chasser, prospecter, que ce soit téléphone, que ce soit en salon, que ce soit terrain. Et donc l'humain est vraiment dans le cœur d'Opteam, d'où l'idée de Hop Équipe, si on francise. et donc du coup, il y a cet humain. Dans Hop Croissance, Hop Growth, il n'y a pas l'humain, puisque là, c'est l'idée de s'appuyer sur une mécanique outbound, donc qui fait de la com, différence inbound, outbound, donc plutôt outbound, plutôt sortante, donc, et d'utiliser des canaux comme email, LinkedIn, pour créer des séquences de prospection personnalisées. D'accord ? Donc là, on va utiliser des outils qui nous permettent d'aller, alors je vais franciser, donc qui nous permettent d'aller aspirer de la donnée sur Internet, type récupérer des profils sur LinkedIn. De ces profils, on va les enrichir, donc on va récupérer des bases de données sur lesquelles on va avoir un email, un numéro de téléphone portable, un profil LinkedIn avec un lien. Donc ça, c'est des plugins aussi que tu utilises ? Ça, c'est des plugins qu'on utilise et on vient aspirer. Je sais plus quoi. Phantom Buster, des trucs comme ça. Ouais, exactement. Et puis ensuite, on va aller mettre ces prospects, donc ces bases de données qu'on aura créées, dans des outils, alors Outreach d'engagement, voilà, dans des outils d'engagement multi-channel, donc multi-canal, à la fois email et LinkedIn. Là, on va créer des séquences. Une séquence type, c'est par exemple jour 1, un email pour informer un peu, discuter d'un contexte, discuter d'un sujet. On essaye de trouver alors ce qu'on appelle des intents, donc des intentions d'achat. Une boîte qui est en croissance, c'est une intention d'achat. Une société qui vient lever, c'est une intention d'achat. Une entreprise qui a une augmentation des effectifs, c'est une intention d'achat. Une entreprise qui vient de recruter quelqu'un au poste de directeur commercial, c'est une nouvelle intention d'achat, etc., etc. Et donc de ces intentions d'achat, on personnalise des campagnes. Okay. Et ça, on le fait de deux manières. Ou on le fait pour nos clients, donc c'est nous qui déployons les campagnes, c'est nous qui faisons tous les messages personnalisés, qui construisons toute la séquence, ou on le fait avec eux. Donc on a dû faire avec vous ou faire pour vous. Et dans le faire pour vous demain, l'idée c'est de dire on accompagne les entreprises, ces équipes justement, alors on est entre le gros et la formation, hein, c'est toujours je pense que nos expertises se croisent beaucoup, mais c'est l'idée de dire votre équipe, elle fait du commerce de manière, je vais pas dire je vais employer le mot artisanal, mais je vais mettre des guillemets, je vais dire que je mets des guillemets, en tout cas, elle n'utilise pas le digital aujourd'hui pour prospecter, ce qui permettrait de créer un peu plus de contacts, ce qui permettrait de créer un petit peu plus de prospects et d'augmenter le pipe en début de tunnel, d'augmenter un peu le volume. Et là, on va former les équipes, on va les accompagner à utiliser ces outils. On travaille avec des outils comme Lemlist qui permettent de créer des séquences. Et on va former les équipes à utiliser ces séquences. On va les former sur la partie écriture de texte, si on francise, copywriting aujourd'hui. Donc sur quel message je diffuse, comment je construis mon message. Je peux pas. L'idée c'est pas d'arriver avec mes gros sabots pour dire bonjour, on est les meilleurs, mais c'est encore une fois d'apporter quelque chose à ton prospect, de dire ok, pourquoi je te contacte, c'est quoi ton contexte aujourd'hui, j'ai identifié que, et ce que fait que, à mon sens, ma proposition de valeur a du sens, on en discute. C'est de cette manière qu'il faut aborder les choses, essayer de se différencier. Aujourd'hui, les gens, ils sont beaucoup, je pourrais en rajouter encore beaucoup prospectés. Justement, c'est pour ça, je me dis, est-ce que le mailing, par exemple, ça a un gros taux de conversion avec vos méthodes ? Parce qu'on sait que la newsletter, moi je fais des newsletters pour certains clients, la newsletter, ça marche bien. Mais c'est pas forcément un outil de conversion. Pas dans la manière dont on s'en sert. Plutôt de notoriété. Donc on sait qu'on a un gros taux d'ouverture. Souvent sur les newsletters, on est quasiment à 60%, nous. Sur du mailing,
qui peut avoir peut-être cette démarche un peu commerciale. Est-ce que ça fonctionne encore? Parce que moi, j'en reçois tous les jours et c'est vrai que des fois, je me suis même pas inscrit. Ouais, ça fonctionne si tu la croises. Ça fonctionne pas si ça fonctionne pas, j'exagère peut-être, dans certains cas de figure, ça peut fonctionner. Ça fonctionne peu si tu l'as fait toute seule. Si tu fais une séquence de mails toute seule, ton retour, il est très très faible. Il va falloir que tu mettes beaucoup de volume à l'entrée. Donc, ce que tu appelles croiser, c'est quoi? C'est le multi-channel, c'est le multicanal, c'est de dire ok, j'utilise le mail comme une porte d'entrée, c'est peut-être ma fenêtre, mais je vais utiliser LinkedIn, c'est peut-être ma cheminée, et je vais aussi intégrer là dans cette démarche à un moment de la prospection téléphonique, donc de l'appel à froid qu'on appelle du call, qui est la porte d'entrée. Est-ce que ça, c'est pas justement le fait d'être partout, on peut pas juger ça trop agressif, se dire le mec, putain, il essaie de me contacter partout, quoi. Ce qui est agressif, c'est si le gars qui essaye de me contacter, il n'a pas de sens à me contacter. Ça, c'est agressif. Oui, ok. Si, à mon sens, je le fais avec besoin. Oui, avec une logique d'attaque, c'est-à-dire que je sais pas comment je pourrais exagérer le truc. Quel exemple je pourrais être. Moi, je viens, je te prospecte, toi qui as une agence de com, et je te dis bonjour, tu veux de mon robot de désherbage autonome? J'ai pas de sens à te proposer ça. Hein. Bon, mon exemple est vraiment très exagéré. Mais bonjour, tu veux de mon robot de désherbage autonome? Ça n'a pas de sens. Si demain, par contre, je t'attaque et je te dis dans ton agence de com, tu as sûrement des sujets outils tiens, pour gérer tes ads, et nous on a développé une appli qui te permet de mesurer tes ads, de faire des tableaux de reporting, de pouvoir les partager avec ton client. On se différencie parce que des autres outils, alors je suis peut-être complètement à côté de la plaque parce que j'y connais rien, hein, mais on se différencie et j'ai du sens à t'appeler parce que dans ton métier, toi, c'est une problématique que tu rencontres. Là, c'est plus agressif. Peut-être que tu n'as pas besoin de moi, peut-être que tu es déjà équipé, mais je ne considère pas ça agressif parce que j'ai du sens à le faire. D'accord. Ok. Et puis, de toute façon, nos clients, ils font la même chose aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on est tous et on a tous besoin d'aller à un moment prospecter et de proposer ce qu'on fait à d'autres, en fait. Ce qu'il faut le faire, c'est il faut le faire avec intelligence, il faut le faire avec segmentation, ciblage, pour se dire le gars que je vais déranger, parce qu'il faut prendre conscience que dans le métier, on dérange, elle fait partie du commerce. Hein. À un moment, il faut outrepasser le fait qu'on va prospecter et on va proposer à quelqu'un quelque chose et lui ne nous a pas sollicité pour ça, mais on le fait avec du sens, encore une fois. Aujourd'hui, ce qui marche le mieux, c'est Optime. Ce qu'on pousse le plus. Ce qu'on pousse le plus parce en fait, le besoin premier et le fondement d'Upsells depuis 10 ans, parce qu'on a fait nos 10 ans là cette année, c'est ça. Donc en fait, c'est là où on est le plus reconnu. Et en plus, on était assez précurseurs sur le sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en croise, mais il y a 5 ans et encore plus il y a 10 ans, des gens qui proposaient du développement commercial externalisé, ça n'existait pas. Ouais. En fait, il y en avait, on était 3, je crois, sur le marché en France. Aujourd'hui, c'est quoi la concurrence? Elle est multiple. Ouais, elle est multiple parce qu'en fait, tout est fondu en même temps. Ouais. En fait, si tu regardes, tu te dis, tout le monde fait pareil. Et si tu creuses, 80% de mes concurrents, ils vendent du lead. Ok. D'accord. Donc, nous, on ne vend pas de lead. Ouais. Et d'ailleurs, le terme lead, il est interdit. Vous l'avez dit, des process, des démarches. Au bureau. Parce que moi. Il est interdit. Ah non, mais c'est écrit en fait, sur le mur. Mais non, c'est pas écrit, mais en fait, ils le savent. Et en plus, ils n'aiment pas ça, quoi, les business developers. Parce que vendre du lead, ça veut dire être un prospecteur un peu basique qui va juste faire du call en masse. Pas se faire des copains, là. Oui, je sais. et en fait, tu chopes du rendez-vous et tu refourgues du rendez-vous à ton client. On ne fait pas ça, en fait. Ouais. Sur Optime, on va chercher du projet. Quand je redonne un rendez-vous à un client, il connaît absolument les tenants, les aboutissants. Et c'est surtout qu'on les accompagne sur la globalité du projet jusqu'à la signature. J'ai des business développeurs, ils gèrent des affaires là, pour des clients à nous depuis plus de 8 mois. Parce qu'on va jusqu'au closing pour eux. Sauf quand le client me dit je veux une opportunité, et là une opportunité c'est encore autre chose, mais c'est pas du lead. Voilà. Je donne pas du rendez-vous, je suis pas un plateau de télémarketing. Ok. Donc la concurrence, oui il y en a, parce qu'aujourd'hui les gens pensent que en fait quand tu achètes du lead à un plateau de télémarketing c'est la même chose, parce que les gens peuvent penser que quand tu fais de l'automatisation avec du mailing de masse, ça va donner la même chose. Sauf que, au final, si derrière, on te rapporte un rendez-vous, alors déjà, le taux de no-show, il est juste énorme quand tu achètes du lead. Après ça, il va falloir aller chercher le projet. Donc,
un coup sur 2, il n'y aura pas de projet. Donc, tu retires déjà ça aux 50% de nos shows. Et puis, derrière ça, c'est si toi, tu es chef d'entreprise, est-ce que tu as le temps de gérer toutes les relances nécessaires? Est-ce que tu sais rentrer en phase de négociation? Est-ce que tu as porté un super projet, une super opportunité, comme nous on dit, si derrière tu ne sais pas la gérer? Parce qu'en 10 ans, j'ai quand même croisé quelques chefs d'entreprise qui ne savent pas faire une remise d'offres, c'est-à-dire vraiment encadrer une remise d'offres, qui ne sont pas forcément dans l'écoute de leurs prospects. Alors oui, ils signent, sinon la boîte, elle ne serait pas là. Sauf que leur taux de closing, il est beaucoup plus bas que ce qu'ils pourraient avoir s'ils avaient vraiment une équipe d'experts qui les accompagne. Et puis après, l'art du closing, c'est quand même la force de notre métier. Savoir remettre une offre au bon moment, savoir négocier de la bonne manière, savoir relancer à la bonne manière et dans le bon rythme et la bonne quantité. C'est plein de nuances qui sont liées à notre métier. Vous faites pas du tout... Vous, en fait, Upsells, concrètement, ça se concentre sur l'outbound marketing. Il n'y a pas beaucoup d'inbound, cette création de contenu. On est d'accord? Pour vous, inbound, si vous deviez le définir, vous me dites, hein, c'est bien de la création de contenu. L'idée, je fais souvent le parallèle. En fait, l'outbound, pour moi, c'est le chasseur. Oui, c'est ça. Et l'inbound, ça va plutôt être le pêcheur. C'est-à-dire que son contenu, c'est son appât, il le jette et il attend que les clients viennent à lui. Morde, ouais, donc pour vous, ça c'est... alors, quand moi j'ai commencé, c'était il y a que 5 ans. Hein. Attention, je suis jeune. L'inbound, c'était ce qu'il fallait faire maintenant. C'est quoi votre point de vue sur le sujet? Faut toujours en faire. Pour vous, le plus efficace, c'est quoi? Ça, en fait, le mix, il va me dire le mix. Je vais te dire le mix. Le mix. Ça dépend ce que tu mets derrière efficace. L'inbound, c'est efficace, mais il faut prendre conscience, je pense que tu l'as, que ça a une inertie. L'inbound, tu la mets aujourd'hui en œuvre et tu sais qu'il va falloir que tu attendes 3, 4, 5, 6 mois pour pouvoir en récolter les fruits. La différence de l'outbound, c'est que tu juges très rapidement de son efficacité. Mais il est important, à mon sens, d'avoir une complémentarité. Il n'y a pas une règle. Tu vois, une boîte qui veut se développer, c'est important de se poser la question de dire, c'est quoi ma stratégie SEO? Est-ce que je suis bien positionné? Est-ce que je dois refondre mon site parce que est-ce que mon message est bien perçu quand mon prospect il arrive sur mon site? Est-ce qu'il comprend? Tu es bien placé pour le dire. Il y a quand même un paquet de sites sur lesquels tu tombes et tu te dis, ils font quoi ces gens-là? D'accord? Et là, tu scrolles, tu es arrivé en bas de la one page et tu te dis, bon, ok, j'ai pas compris, c'est quoi leur proposition de valeur. Donc ça, c'est important. Et puis, prospecter, c'est important. Dans le dur, il faut y aller. Faire des salons, ça peut être un canal. Que le dirigeant, il sorte, il aille serrer des mains, il fasse du réseau, c'est un canal d'acquisition. Que tu joues au bouche à oreille, que tu travailles sur la recommandation de tes clients en disant à la fin, une presta, vous étiez content, ouais super, vous n'auriez pas 1 ou 2 contacts à me donner du fait que vous soyez content, que je peux repartir. Ouais, exactement. Je pense qu'il faut multiplier les canaux de prospection, que ce soit in ou outbound, pour pouvoir avoir les résultats. Il n'y a pas une formule magique, c'est plusieurs formules qu'il faut employer. Je mets une nuance. Ah, la première. Une petite nuance, ça dépend surtout de ton marché. Ouais. Oui, de ton secteur d'activité, c'est qui ta cible et comment ça fonctionne. Tu as des secteurs où pour toi, l'outbound est plus évident que l'inbound et inversement? Non, mais je suis d'accord avec ce que vient de dire Guillaume, mais va faire du mailing dans le milieu médical. En fait, ça n'a pas de sens. Nous, on a vendu des blocs opératoires compacts et mobiles. Du coup, tu fais pas du mailing là-dessus. Ça sert à rien. Il n'y aura aucun sens. En fait, tu es obligé de t'adapter à ton marché. Et c'est pareil, les gens qui vont signer ça, ils ne sont pas sur LinkedIn. Alors, pour vendre des blocs opératoires compacts et mobiles, on fait quoi? On appelle... Il y a des salons, il y a peut-être des salons un peu spécialisés. Alors, pour le coup. Tu peux faire des salons, mais on a été beaucoup plus efficace en faisant de la prospection téléphonique. Directement, oui, donc là, tu adaptes tes horaires parce que les grands professeurs n'ont pas forcément les mêmes horaires que tes business développeurs. Tu adaptes ton discours. À côté de ça, nous, on est efficace quand on fait un super binôme avec nos clients. Et là, en l'occurrence, mon client... Ça fait 30 ans qu'il est dans le milieu médical. Il a plusieurs boîtes sur ce secteur-là. On bosse avec lui depuis très longtemps sur ces différentes boîtes. Et là, j'ai un binôme qui est efficace parce que quand j'appelle et que le prospect sait qui est mon client, il y a déjà une écoute. Et après, cette personne, Gilles, je vais le nommer
juste par son prénom. Gilles, il n'a pas le temps de prospecter, il déteste ça, il n'est pas organisé. Donc du coup, ce qui lui plaît, là, c'est qu'on lui fournisse, on a mappé au niveau français, on a regardé le nombre de cibles à contacter et on les a toutes contactées. Mais quand tu dois avoir quelqu'un, c'est pas une fois, c'est 10, 15, 20 fois à un moment. Mais effectivement, là, j'avais un super binôme entre mon business développeur et Gilles. Parce que son nom, il est reconnu, parce que son savoir-faire, surtout, est reconnu. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Mais là, il n'y avait que du cold call qui était possible. Okay. Et puis, pour d'autres clients, je vais mixer. Alors, en général, sur la partie Optime, je commence toujours par du cold call que j'ajoute avec du LinkedIn. Et seulement après, quand on connaît le marché et qu'on a quelques retours, on commence à faire du mailing. Parce que je préfère qu'on soit précis, je préfère qu'on tâte un peu le terrain avant et tu ne le tâtes pas avec du mailing. Ok. Admettons, pour ceux qui nous écoutent, les plus jeunes gens entrepreneurs, c'est un peu aussi l'ambition du podcast, de donner la visibilité à des entrepreneurs pour apprendre de nos invités et pas reproduire leurs erreurs, mais surtout apprendre. Je me lance en tant qu'entrepreneur, je ne sais pas, secteur du service, quels sont les premiers outils qu'il faut que je mette en place ? Une CRM. Alors, quel CRM ? Parce qu'il y a le HubSpot qui va être une usine à gaz, comme on dit. Est-ce que c'est le meilleur ? Est-ce que c'est de se dire, c'est peut-être une usine à gaz, mais si tu es censé croître, etc., au moins ça sera déjà bien posé et tu auras compris ? Ou est-ce qu'il faut utiliser un autre ? Alors, j'ai essayé un autre truc, je ne sais plus comment ça s'appelait. Bon, bref, qu'est-ce que tu conseilles ? En ce moment, on benchmark parce que ça fait 5 ans, 6 ans qu'on est sur Pipedrive. Qui est un très très bon outil, mais on a besoin d'évoluer, on a besoin d'intégrer des nouveaux canaux, on a besoin de créer des nouvelles connexions avec des API, API, avec nos outils. Il y a l'IA aujourd'hui qui est à mon sens essentiel pour automatiser certains rappels, non pas pour automatiser des tâches, attention, on discutera après peut-être, mais on est pour l'instant avec beaucoup de recul sur toute l'idée de faire appeler des IA, d'automatiser des emails envoyés par IA ou des messages envoyés par IA. On tient à que si l'IA rentre dans la démarche, il y ait un homme avec un grand H, encore une fois, qui derrière valide les choses. Mais par contre, ça facilite beaucoup de choses sur, ça fait 3 semaines que ton prospect il était censé te faire un retour, tu l'attendais lundi, on est jeudi, pense à le rappeler, et ça t'alerte plus qu'une CRM classique parce que l'IA t'alerte un peu plus. Donc les CRM évoluent. Le marché il est juste ultra attaqué, il y a une CRM qui sort, je pense, toutes les 5 minutes si j'exagère. Il faut faire la part des choses. Ce qu'il faut, je pense, au regard de la CRM, c'est se dire Excel ne peut pas en être une. D'accord. Notion ne peut pas en être une non plus à mon sens. Tous ces outils collaboratifs restent des outils collaboratifs. Il ne faut pas les transformer en CRM. C'est vrai que beaucoup de freelance utilisent Notion. Ouais, je trouve ça un peu galère. Moi, j'aime pas trop Notion. Non, je trouve ça aussi un peu galère, comme toi. Je trouve que, en termes d'interface, c'est quand même hyper compliqué pour travailler au quotidien. Notion va te dire l'interface, à toi de la faire. Ouais, faut avoir le temps. Vrai, mais je trouve pas ça le plus. C'est pas. Non, je pense pas. Par contre, c'est hyper pratique quand même. Après, l'interface et à travailler, moi j'ai un peu de mal. Mais quand tu as compris le truc, je pense qu'effectivement ça peut être un bon outil. Mais je trouve qu'il y a plus intuitif quand tu te lances. Oui, et puis chaque outil a son rôle en fait. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut essayer de pas trop anticiper, pas prendre la CRM de dans 10 ans, parce qu'aujourd'hui elle va être super galère à utiliser potentiellement. C'est-à-dire que même si tu te dis, je projette une hyper croissance, un jour j'irai sur Salesforce. Si t'es 4, va pas sur Salesforce aujourd'hui, c'est pas l'outil pour toi. Migrer d'une CRM, aujourd'hui, avec les automations, avec les connecteurs, les API, etc., c'est assez facile de passer d'une CRM à une autre. Il y a des agences qui aident aussi et qui sont spécialisées dans les CRM, qui peuvent t'aider à passer d'une CRM à une autre. Ce qu'il faut voir, c'est faut prendre en fonction de ses compétences techniques, on va dire digitales, informatiques, et de se dire quel est l'outil le plus simple aujourd'hui, avec un but qui est d'être une CRM. C'est-à-dire que je rentre un prospect, je sors un client. Je ne fais pas ma facturation dedans, je ne fais pas mon déploiement dedans, je n'intègre pas ma gestion RH, etc. etc. Limite un tableau de Kanban, ou je ne sais pas comment ils appellent ça. Ouais, c'est ça, un pipeline, avec 5-6 étapes en fonction de ton pipe. Tiens, mon prospect, je ne le connais pas, ça y est, j'ai pris contact avec lui, ok, j'ai identifié une opportunité,
ok, je suis sur un projet, ce projet m'amène à une remise d'offre et je suis en phase de négo et c'est closé. Conclu, pas conclu, pourquoi ? Conclu, pas conclu, exactement. Mais donc ça s'arrête à ça. Et de prendre un outil CRM, parce que Excel, on pourrait se dire, je vais faire des colonnes, je vais mettre mes lignes avec mes prospects, et puis je mettrai mes dates. Le problème de Excel, c'est qu'il a pas, il joue pas un rôle que joue la CRM, qui est de t'historiser tes échanges. Et c'est hyper important dans la prospection d'historiser, parce qu'il faut que tu remettes le contexte à chaque fois que tu as ton prospect, de dire, on s'était eu il y a 15 jours, vous m'aviez dit que l'objectif c'était de se rappeler aujourd'hui, et l'objectif du call d'aujourd'hui c'était de se dire ça et d'avancer sur tel sujet. C'est-à-dire que vous notez tout. Vous notez tout, quoi. Nous, on note, t'as appelé, il n'a pas répondu, on le note. Ok. C'est important. Le contenu de l'échange, les mails qui ont été envoyés. En fait, c'est un système qui permet de faire gagner du temps. Parce que l'Excel, c'est valable quand tu as 20-30 prospects. Donc ça, quand tu démarres, tu dis c'est bon, c'est simple. Ce que je souhaite à un jeune entrepreneur, c'est très rapidement d'en avoir 100, 150. Va te rappeler du contexte, de l'appel, du mail que tu as envoyé, tu l'avais appelé 10 fois, c'était compliqué, il avait fallu que tu passes par Michel, qui est son associé. Tu n'en sais rien en fait. Donc ton CRM, il te sert à ça. Tu dois tout noter, c'est un gain de temps pour derrière. Pouvoir remettre tout dans le contexte. Et puis, tout simplement, ça t'alerte aussi en disant, attention, tu devais le rappeler, là, tu es en phase de négociation, tu as rythmé que tous les 10 jours, maintenant, il faut y aller. Est-ce que ça doit exister, du coup, des CRM qui sont directement reliés à tes mails pour que tu puisses refaire un petit peu la trace mail, peut-être même des CRM où tu fais partir tes mails de ton CRM. Où tu peux faire partir tes mails. Relié à ta boîte mail, bien sûr. En fait, le CRM devient ton outil. Parce que c'est le bizdev, ou le commercial ou le dirigeant qui est tout seul, quand il a compris que la CRM était son outil et que son mail, c'est pas pour le commerce, c'est pour ses relations avec ses partenaires, avec ses clients établis, et pas pour sa prospection, et que son agenda, c'est même son agenda du quotidien, mais c'est pas la gestion de ses rendez-vous non plus, et que tout doit être dans son CRM, là, il a gagné en fait. Nous, nos bizdev, ils arrivent, ils ouvrent le CRM, et le soir, ils referment le CRM. Dans la journée, ils n'ont bossé que sur le CRM. À côté de ça, ils ont une boîte mail à côté, ils ont un agenda à côté. Mais comme on centralise tout et que tout est connecté, ils utilisent leur CRM. Donc ça, c'est quel outil vous utilisez Pipedrive. Aujourd'hui, on utilise Pipedrive. Il y a une version gratuite ? Il y a une version gratuite. Comme HubSpot de toute manière. Ouais. Et j'imagine que ça doit être possible aussi maintenant de pouvoir lier peut-être votre conversation téléphonique et avec une transcription qui se remet directement et qui va venir faire un résumé de la conversation téléphonique. C'est le benchmark du marché actuel parce qu'on veut passer à ce type d'outil. Bon, du coup, le benchmark, il est fait, il s'oriente vers quelque chose. Il n'est pas encore terminé, mais il y en a qui sortent leur épingle du jeu quand même aujourd'hui, mais comme dans tous les marchés. Je reprends l'exemple dont on parlait tout à l'heure de Usain. Usain, ils ont sorti leur épingle à venir innover sur un marché où il y avait des faiseurs, et des faiseurs qui avaient qu'apporter déjà plutôt aux grandes entreprises et aux grands comptes une solution, et pas forcément aux PME, petites ETI, aux TPE. Et c'est là où ils ont innové. Aujourd'hui, c'est pareil. Le marché, il y a des gens historiques comme Salesforce, comme HubSpot aujourd'hui, qui est quand même maintenant devenu historique. Et il y a des innovations qui se font sur la CRM, qui intègrent de la VoIP, qui intègrent de l'IA, qui fait des transcripts. C'est quoi ça, la VoIP ? C'est la téléphonie par Internet. Tu n'utilises plus ton portable, tu appelles depuis ton PC. Pour résumer. Genre, il y aurait des gens bien plus techniques pour expliquer ce que c'est. Quand vous arrivez chez un client, quels sont les 2-3 signaux qui te montrent immédiatement que la fonction commerciale, elle n'est pas du tout au niveau ? C'est quoi les 2-3 trucs que vous regardez ? Elle est pas mal et pas si facile que ça quand même. Qu'est-ce qu'on regarde Le premier contact, c'est toi. Allez, tiens pour toi, Guillaume. Qu'est-ce qu'on regarde ? La manière dont ils sont organisés. Alors, si on remonte d'un étage, moi je discute avec les dirigeants majoritairement, et déjà c'est est-ce qu'ils sont seuls ou pas seuls ? Est-ce qu'ils ont des commerciaux ou pas de commerciaux ? S'ils n'ont pas de commerciaux, comment ils prospectent au quotidien ? Est-ce qu'ils prospectent déjà ? S'ils ne prospectent pas, comment ils se sont développés ? Donc ça permet de comprendre la structuration. Après, si on doit sortir 2-3 signaux qui nous font dire qu'il y a des choses à faire, c'est effectivement, est-ce qu'il y a ce signal ? Est-ce que vous prospectez vraiment ou est-ce que vous ne prospectez pas ? Et puis je rajoute, est-ce que vous prospectez vraiment ? Parce qu'il y a des dirigeants qui ont des équipes. Les équipes, c'est des équipes de chasseurs. Et quand tu creuses un peu et que tu poses quelques questions en plus, tu te rends compte qu'ils chassent soit, mais à raison d'1 fois par semaine et 1 heure.
Malheureusement, après tu poses la question, et ça suffit, la performance commerciale? Non, ça suffit pas. Bon, finalement, c'est pas une équipe de prospecteurs que tu as, c'est une équipe de commerciaux, plutôt éleveurs, plutôt gestion d'un portefeuille, et qu'il faut que tu emmènes peut-être un peu plus vers la prospection en fait. D'accord. Donc un signal, c'est la prospection, un autre signal, c'est l'organisation, par les CRM, est-ce que tu es encore sur Excel, est-ce que tu as professionnalisé ta démarche, et puis c'est un peu l'important. On se rend compte, grâce à ces questions-là, de l'importance que le dirigeant met dans le commerce ou pas. Des entreprises, ils mettent peu d'importance dans le commerce, mais parce que, par chance pour eux, ils n'ont pas trop besoin d'en mettre, en fait. Bouche à oreille, Ils ont de l'entrant, il va tout seul. parfois. Ouais, tu as une reconnaissance. Puis une expertise, la recommandation, ce genre de choses. Marché de niche, une reconnaissance, etc. BTP notamment, quoi. Ouais. Et après, tu as des boîtes où ils ont besoin de faire plus d'efforts pour acquérir des clients, parce que des marchés plus concurrencés, avec innovations. Avec de l'évangélisation exactement qu'il faut apporter sur le marché. Donc il faut faire comprendre en quoi ta proposition de valeur elle est différenciante, comment et pourquoi elle va apporter de la valeur à ton client. Et là, ça demande beaucoup plus d'efforts. Donc là, si à côté de ça, tu n'as pas de CRM, que tu chasses pas, que tu n'as pas une stratégie très établie, là, c'est des signaux qui nous font penser qu'effectivement, il y a peut-être quelque chose à faire. Est-ce que tu es déjà arrivé dans une entreprise et tu t'es dit waouh, c'est quoi ce bordel, tu vois? Tu t'es dit ça, je l'ai jamais vu. Ça, faut pas le dire. Tu nommes pas. Tu nommes pas. Waouh, c'est quoi ce bordel? Non, enfin. Ah, elle pensait à quelqu'un. Elle me regarde et elle a tout de suite. Mais je pensais à un contexte. Mais vas-y, continue, je développerai. Développe, parce que j'allais dire que waouh, c'est quoi ce bordel? Peut-être pas à ce point-là quand même. Quoi. Non, après, bon, il y a des choses à faire, oui, bien pas évidemment. À ce point-là, mais pour compléter ce qu'a dit Guillaume tout à l'heure, parce qu'effectivement, c'est Guillaume qui gère l'acquisition pour Upsells. Ouais. Mais une fois que le client est rentré, il me le confie pour faire l'intégration du client. Okay. Et donc, souvent, à force d'avoir accompagné pas mal de clients, il me redonne le client, il m'explique rapidement le concept du client, le métier, mais j'ai pris l'habitude de... Alors pour certains, c'est un peu complexe, donc je vais aller fouiller, je vais aller chercher de l'information, mais pour d'autres, je veux arriver complètement neutre, sans avis préconçu. Okay. Donc parfois j'arrive, je sais à peu près dans quel domaine ils sont, mais leur structuration, ce qu'ils vendent, leurs clients, leurs rêves, je ne connais pas, mais parce que je veux être hyper fraîche dans les questions que je vais poser. Puisqu'on a toute une phase de démarrage qui dure quand même 3 semaines, sur laquelle on rédige avec mon équipe leur stratégie commerciale, les objectifs qu'on va se donner. Oui, après coup. Une fois que on a signé, on sait qu'on va les rentrer en compte. Je ne vais pas mettre le lendemain un business developer en disant tiens, allez, prospect va me trouver ce qu'il faut dessus. C'est pas possible. Donc il y a toute une phase vraiment pour comprendre, se donner les bons objectifs, avoir le bon discours, le traitement de l'objection, comprendre le persona, la concurrence. Enfin vraiment, on fait quelque chose d'assez abouti. C'est un livrable qui fait une 50aine de pages en général. Donc pour vraiment écrire la stratégie, c'est le document de référence pour former mon business developer. Et sur toute la vie du contrat avec le client, en fait, je vais me référer à ça. Alors, c'est des documents qui évoluent énormément parce que le client peut me dire, moi, je pense que ma cible, c'est A, B, C. On va dire, C, on va l'éliminer. Puis, par contre, on va aller jusqu'à eux parce que ceux-là, on ne les avait pas vus. Ouais. Donc, c'est un document qui évolue. Bref, pour revenir à la question, le point d'alerte qu'on peut avoir où je me dis, waouh, alors c'est pas assez quoi ce bordel, mais il y a du boulot et effectivement, c'est plutôt une bonne chose qu'on nous ait mandaté pour les accompagner. C'est quand je leur pose la question, quand j'arrive au rendez-vous, j'établis les choses en disant voilà, demain je vous croise en club réseau, vous vous présentez. Comment en 30 secondes vous me présentez votre boîte? J'en ai 2 sur 3 qui se plantent quand même parfois assez royalement. Et tu vois, mine de rien, moi je confirme parce que je fais partie d'un petit réseau et à chaque fois il y en a. À la fin, c'est bon, voilà. Et ça a duré 30 secondes. Et en fait, tu fais. Mais tu fais quoi? J'ai toujours pas compris. C'est bon, voilà. C'est la posture qui va pas, les mains dans les poches, le dos voûté. C'est un métier où il faut quand même me représenter. Quand on est chef d'entreprise, on représente sa boîte, ses collaborateurs, son expertise. Donc il y a quand même déjà une posture à avoir, mais il y a surtout un fond, parce que ça c'était la forme, mais il y a un fond, donc il faut répondre à un besoin, il faut savoir l'expliquer. Souvent je dis à mes clients, oula, il va falloir qu'on vulgarise le propos, mais c'est hyper important, parce que si tout le monde n'est pas capable derrière, et c'est le principe d'un réseau,
c'est que Jean-Paul il soit capable d'expliquer à Michel ce que fait Jean-Paul quand il se rend compte qu'il en a besoin. Sinon, ça sert à rien de faire du réseau. Tu ne tombes pas toujours en face du mec. Ça marche pas toujours comme ça. Donc, payé 1500 balles pour rien, là. Ouais, c'est un peu ça. Mais visiblement, c'est assez fréquent quand même. Donc du coup, c'est réussir. Et ce qui est rigolo, c'est que quand on a des chefs d'entreprise qui sont 2-3 associés, je fais faire le même exercice à chacun. Et parfois, on ne part pas non plus du noir au blanc, mais il y a quand même des gros écarts. D'accord ? Et là, nous, notre boulot à ce moment-là, c'est de pouvoir déjà leur faire un pitch qui soit bon, parce que derrière, quand on prospecte, qu'on les met en rendez-vous, qu'ils soient physiques ou en visio avec les prospects qu'on a trouvés pour eux, il faut quand même qu'ils arrivent à présenter leur boîte correctement, complémentairement à notre business développeur, qui est aussi là pour ça. Mais il faut que le discours il soit hyper aligné. Donc, et c'est comme ça qu'on capte aussi leurs mots, leur manière de parler. Parfois, ils présentent d'une certaine manière avec des mots utilisés que j'aurais pas forcément choisi. Alors, si je me dis ça va jamais être compris du prospect, j'en reparle avec eux, on revoit un peu. Mais notre métier est quand même de comprendre leur fond. On travaille en marque blanche. Donc, il faut qu'il n'y ait pas trop d'écart entre mon business développeur et le chef d'entreprise. Il faut qu'on sente qu'ils font partie de la même boîte. C'est ce qui plaît à nos chefs d'entreprise, justement. C'est parce que derrière, Rudy, Pierre, en fait, ils vont avoir le même discours qu'eux. Ça va correspondre à leurs attentes. Ils vont avoir la posture qu'ils attendent. Et quand ils vont être en rendez-vous ensemble, on va penser tout de suite qu'ils bossent ensemble, et parfois depuis des années. Qu'ils se voient tous les jours, bien sûr. Parce que c'est là, en fait, on doit créer un vrai partenariat en fait, avec eux. Et du coup, cet exercice-là, premier, permet de voir un peu quel niveau on va avoir en face de nous. Voilà, et quel travail on va pouvoir faire avec eux au fur et à mesure, comment on va leur permettre de mieux performer. On revient à un sujet important qu'on a déjà un peu mentionné. Et si je vous dis intelligence artificielle, vous me répondez ? Gain de temps. Gain de temps. Vous ne me répondez pas que la fonction commerciale est potentiellement menacée à 10-15 ans. Ce n'est pas quelque chose qui vous inquiète ? Pas du tout. Mais vraiment pas. Par contre, ça nous fait gagner un temps de dingue. Ceux qui vont se faire un peu bouffer par l'IA, c'est ceux qui pensent que ça peut tout faire et que du coup, en faisant ça, on n'utilise plus son cerveau. Et je plains un peu les commerciaux qui arrivent là, qui n'auront pas eu à... Les expériences de faire eux-mêmes. Ouais, je me dis que c'est un peu dommage, parce que moi, je suis hyper contente de l'arrivée de l'IA. On l'utilise depuis plus de 2 ans, je pense. Ah oui, facile, ouais. Facile. Parce que combiné à notre expertise, au retour du terrain, à avoir pu expérimenter ce qui marche pas, les mots qui fonctionnent, ce qui fait mouche, plus le gain de temps que ça apporte, on arrive à faire des prompts hyper efficaces, ça me ressort des choses juste géniales, quoi. Et vous, sur quelle étape du funnel ça vous a fait gagner du temps ? Sur des points particuliers ? En fait, on challenge toutes, j'ai un peu de mal à dire toutes, parce que c'est pas totalement... Non, je sais pas pour tout. toi, mais je crois pas. Alors moi, en tant que dirigeante de la rédaction de mails, bien sûr, de la préparation de réunions commerciales, ou au bout de 10 ans des réunions, j'en ai fait quelques-unes, donc des fois je sèche un peu pour trouver des thématiques, parce que moi j'aime bien les animer en faisant beaucoup de changements, j'aime que ça soit, faut que ça bouge, il faut que ça soit différent. Donc j'ai éprouvé quand même pas mal de formats de réunions, de thématiques, de jeux, de formations. Donc parfois ça va me sortir des nouvelles choses. Parfois ça va pas du tout, c'est juste pas possible évidemment. Mais on l'utilise pour ça, pour la création de messages. Mais ça ne tient que si je fais mon premier message, j'utilise mon savoir-faire, mon expertise. Je le passe dedans, je le fais mouliner 3, 4, 5 fois. Et là, ça fait parfois des choses que j'aurais fini par faire. Mais ça me le fait en 20, 25 minutes, là où j'aurais peut-être mis 1 ou 2 heures, quoi. Tu as toujours ta structure, par exemple, de mail, tu sais comment ça doit être, tu lui envoies, tu lui fais une première modif, parce que forcément, il a toujours ses superlatifs, ce réflexe de mettre peut-être des titres avec en 2 temps, là, authenticité et régularité, je dis n'importe quoi, tu fais, mais pourquoi tu me fais ça ? Et puis les petits espaces au début, paf, tu remodifies, ok. Je rajouterai un mot derrière gain de temps, c'est quand même attention, c'est qu'aujourd'hui il y a des outils qui
tu vois, un truc qu'on déteste tous, c'est être prospecté par l'IA. En ce moment, Au en phoning, tant que particulier vois, sur le phoning. c'est exactement terrible, ça. sur ce sur quoi je voulais aller. Putain, Ah il te ouais, fait ouais, appeler non. tous les jours. En plus, c'est tout le temps la même, c'est pour la même Ouais. chose. Tu te dis, est-ce qu'il faut que je décroche, est-ce qu'il faut que je Panneau décroche pas, quand est-ce photovoltaïque, qu'elle... ça ils aiment bien. Ah ouais, quand est-ce qu'elle va arrêter, est-ce qu'il faut que je décroche et finalement que je raccroche tout de suite alors je vais exagérer, que je l'insulte et que finalement elle va comprendre qu'il faut qu'elle arrête. Non, c'est agaçant quoi en fait. Et alors, nous dans le B2B, on veut surtout pas aller là-dessus. Hein. Et là, on est très attentif à ça. Après, tu vois, c'est pareil, il y a des outils qui sortent, on s'y intéresse. Par exemple, On va, je pense, tester demain. Il y a des outils dans la prospection téléphonique. Tu as un enjeu, c'est le décrochage. ouais. D'accord, donc c'est ton taux de décroché. Bah, déjà, il faut avoir le bon numéro. Alors, le bon Ouais, numéro. ça, c'est la base de notre boulot. Ça, c'est notre boulot. Et puis, effectivement, après, tu as des gens qui sont spécialisés là-dedans, t'aider à les trouver ou te nourrir et te donner les bons numéros. Mais ensuite, tu as les bons numéros. Le taux de décroché, c'est tout le monde n'est pas disponible à chaque fois que tu composes le numéro de téléphone. Donc, tu vas peut-être en composer 5, 6, 7, 8 pour qu'il y en ait un qui décroche. Et donc, du coup, tu perds du temps à composer et à raccrocher derrière. Donc, tu as des outils qui te permettent de composer plusieurs numéros à la fois. Et qu'au premier qui décroche, les autres accrochent. Pour l'instant, on regarde. Parce qu'en fait, moi, alors, peut-être parce que j'ai 42 ans et que je me dis que j'ai pas 25 et que je saute pas sur toutes les innovations comme ça tout de suite. Mais je me dis c'est intéressant parce que ça augmenterait le taux de décroché de nos bizdev. C'est-à-dire que là où il faut qu'ils passent peut-être 5, 6, 7, 8, 10 minutes à n'avoir personne, à multiplier les appels, ils échangeraient plus régulièrement avec des prospects. Donc derrière, mécaniquement, t'augmentes tout, hein, ton taux de déballe, ton taux de rendez-vous, etc. Est-ce que ça veut dire que toi, potentiellement, tu peux avoir ton téléphone qui sonne et avoir personne parce qu'au final... Et ouais, c'est ça le problème, c'est que pour l'instant, moi, ce qui me freine, c'est de dire, bon, déjà, s'il faut le faire de manière logique, mesurée. Tu lances pas 10 appels en même temps, tu en lances peut-être 2. Déjà, si tu en lances 2 au lieu d'un, tu multiplies par 2 ta chance de décrocher et ta performance. Si tu exagères, tu fais 3 en même temps, donc là, tu fais x3, donc déjà, tu gagnes beaucoup de productivité. Mais par contre, qu'est-ce qui se passe? Tu en as fait 3, il y en a un qui décroche, à quelques secondes, les 2 autres allaient décrocher. Quid de ces 2 autres, en fait? Et je crois qu'on n'est pas encore prêt, en tant que prospect, à ou tomber sur un répondeur alors que tu as quelqu'un qui nous appelle, c'est-à-dire qu'on nous appelle et on tombe sur un répondeur, très bizarre quand même, ou on nous appelle et puis ça raccroche alors qu'on vient de nous appeler et qu'on vient de décrocher, tout de suite ça raccroche. Quoi. Ouais, pardon, tu rappelles une fois que tu as fini le premier, tu dis j'ai problème de connexion, là, ça a coupé. Donc intéressant parce que nous on se dit gain de productivité, on se dit performance. C'est là où l'IA peut apporter des choses. Donc on s'y penche, on regarde, on teste, on essaye, etc. Mais c'est le fait de dire attention derrière gain de temps. Effectivement, gain de temps, gain de productivité, mais attention de la manière dont on l'emploie, encore une fois, parce qu'il faut penser que derrière, c'est l'image et la notoriété qu'on peut abîmer à faire un peu n'importe quoi. Okay. Aujourd'hui, on va arriver un peu plus sur le perso, là. Aujourd'hui, vous apprenez comment ? Sur la partie commerciale, comment vous faites votre veille, comment vous apprenez, sur quoi vous faites exactement tous vos benchmarks, qu'est-ce que vous regardez, qu'est-ce qui vous intéresse ? Là, on a un gros sujet d'apprentissage, toute la partie outbound dont on a discuté, ça évolue énormément en fait. Ça évolue sur les outils, ça évolue sur les process, ça évolue, tu vois, avant tu pouvais pas déceler qu'une entreprise avait une augmentation d'effectifs. Tu pouvais pas déceler, il fallait que tu passes beaucoup de temps pour déceler qu'un gars venait de prendre un poste de direction commerciale, par exemple. Ouais, alors ça va avec LinkedIn, j'imagine. Donc ça avec LinkedIn, et aujourd'hui, tu as des outils qui te permettent de créer des alertes, tu as des mécaniques derrière que tu vas automatiser. On parle d'agents IA, donc c'est sur tous ces sujets aujourd'hui où on se forme et on apprend. Là, on se forme et on apprend facilement, hein. On va chercher l'expertise ailleurs et on va la chercher auprès des gens qui sont performants et qui sont experts sur ce marché, quoi. Et en perso, vous apprenez comment ? Est-ce que, on sait que être manager, par exemple, c'est un métier qu'il faut continuer d'apprendre, de se former là-dessus. Est-ce qu'il y a des sujets en particulier autres que le commerce qui vous intéressent ? Est-ce que vous écoutez du podcast ? Est-ce que vous êtes très fine ? Voilà. Alors moi, j'écoute pas mal de podcasts, mais plutôt psychologie ou économie. Tu nous parlais de Maud Ankawa, t'aimes bien Maud ? J'aime bien, je suis pas une grosse fan non plus. Non, mais psychologie humaine,
Ça, j'aime beaucoup. Sujet économique, financier aussi, ça me plaît bien. Ouais, et quand puis, même des liens avec votre secteur. ouais, après, des choses plus légères comme légende, Ok. voilà, pour se tenir un peu au courant, pour lâcher aussi un peu, parce Ouais. que c'est quand même utile. Le métier est quand même pas mal prenant. Parce que l'idée, moi je manage au quotidien la ressource, je recrute aussi pour nous et pour nos clients. Et il y a une vraie bascule ces dernières années sur la typologie des ressources. On a toute une génération là, depuis La 3, Gen Z. 4, 5 ans, sur laquelle il a vraiment fallu s'adapter dans le modèle de recrutement, Ouais. du management, de la formation au quotidien. Il y a vraiment une bascule qui s'est faite. Donc sur le coup, elle est un peu surprenante. Après, je reste persuadée que ça plaise ou que ça plaise pas, on ne lutte pas. Parce que de toute façon, c'est l'évolution et c'est à moi de m'adapter. Parce que clairement, déjà, ils arrivent en masse. Donc il faut aussi leur apprendre certaines règles de l'entreprise, de professionnalisme, ce genre de choses. Mais il faut aussi s'adapter et dans toute situation, même si parfois elle est compliquée, je suis persuadée qu'on peut apprendre des choses, évoluer, pratiquer et une boîte, elle doit bouger en fait. On ne peut pas rester, je ne peux pas me dire, bah non, moi je suis directrice associée depuis 10 ans, c'est comme ça, c'est pas autrement, et puis c'est ma vision et c'est pas une autre. Donc du coup, dans l'apprentissage, je suis abonnée à plein de newsletters RH. J'aime beaucoup aller dans des forums. La semaine dernière, j'étais au forum Femmes et Challenge. Je fais pas mal de réseaux et dans les réseaux type Femmes et Challenge, on fait venir pas mal d'intervenants. Et le sujet RH est un sujet qui est quand même très présent. Et voilà, même au niveau perso, ce que j'aime, c'est le côté relation humaine, Ok. c'est voir évoluer les gens, c'est d'apporter un côté un peu psychologique là-dedans. Donc j'essaie de me nourrir un peu de tout ça. Si je rebondis sur, on va faire un petit aparté sur la génération qui arrive. On dit que c'est une génération qui, plus que jamais, finalement, au moment de l'entretien, c'est l'employeur potentiel qui passe un entretien. Comment tu t'adaptes à ça? En gros, quand par exemple vous devez faire Optime, comment vous, comment vous vendez l'entreprise du client pour que finalement cette génération se dise ok, j'ai bien envie d'aller travailler là-bas. Alors, je ne vends pas l'entreprise de mes clients, je vends la mienne. C'est-à-dire que les ressources qui postulent pour prendre un poste de business developer Ouais. chez Upsells, je leur explique très rapidement que si elles bossent, c'est pour Upsells, c'est parce Ok. qu'elles adhèrent au projet Ouais, Upsells, je vois. qu'elles adhèrent à l'équipe, elles adhèrent à ce qu'on est. Parce qu'en aucun cas, je recrute pour un client. On rentre chez Upsells, on fait sa période d'intégration, on voit si ça match d'un côté comme de l'autre, parce que par contre, aujourd'hui, et c'est une bonne chose, c'est vraiment aussi bien d'un côté que de l'autre qu'on doit avoir envie de bosser ensemble. Je pense que c'est les meilleures conditions. Par contre, je ne leur promets pas qu'elles vont bosser dans le médical, dans la cybersécu parce qu'elles adorent ça, ou dans l'industrie parce qu'elles adorent ça. Parce que les missions, elles peuvent bouger, parce que je trouve qu'il est très important de les challenger au quotidien. Et donc, quelqu'un qui a l'habitude depuis 2 ans chez moi d'être une mission industrie et une autre dans la prestat de service, à un moment, si pour une raison ou une autre, on n'a plus le client dans l'industrie, il n'est pas dit que je puisse leur donner une mission dans l'industrie. Ouais. Donc, je ne vais pas perdre ma ressource à ce moment-là. Et en plus, ce n'est pas pour ça qu'ils viennent chez nous. Ce qui plaît à nos business développeurs qui postulent chez nous, c'est la diversité des missions. C'est de se dire, pendant 1 an et demi, 2 ans, je peux être un cadre dans l'industrie. Et derrière, si je monte les capacités et l'envie, Julie, elle peut me placer sur une mission dans le digital, dans l'IoT. Tout à l'heure, on parlait des cartes électroniques petites et moyennes séries. C'est hyper intéressant pour eux. Là, j'ai une ressource chez nous. Elle a fait beaucoup de digital. Et là, je la mets sur je vais appeler ça agence de com, mais c'est un peu plus poussé que ça. Ils font du digital pour uniquement du grand compte. Mais il est hyper content d'être placé sur cette mission-là, qu'on lui fasse confiance. C'est un nouveau métier. Alors toujours avec le fond de prospection, de multicanal, tout ce qu'on lui a appris. Il a toujours son casque sur les oreilles, il est toujours en train d'appeler, mais pas du tout les mêmes personas, pas du tout les mêmes tailles, parce que là, on va que sur des
très grosses boîtes qui font plus de 30 millions de chiffre d'affaires. Et donc, du coup, ils réinventent un peu son métier. Et donc, c'est l'attrait qu'on leur donne. Mais je ne les recrute jamais pour rentrer chez un client. Parce que je ne suis pas une agence d'intérim, je ne fais pas du placement de gars. Ils bossent pour nous parce que ça leur plaît de pouvoir faire déjà un accompagnement sur 2 clients simultanément. Et alors, je reviens à la question, je crois que c'était sur la Gen Z. Et le Phygital, on est d'accord, ce sont les écrans dynamiques qu'on peut avoir dans les centres commerciaux, entre autres. Avec tout ça, entre autres. C'est beaucoup plus poussé que ça, mais oui, effectivement, ça en fait partie. Ok, je te laisse revenir sur le... La question sur la Gen Z, moi, je pars pas du principe où j'ai plus à les séduire que eux. Surtout, je veux pas de baratin, ni chez eux, mais du coup, pas chez moi non plus. Donc, je suis pas là pour survendre ma boîte. On a des valeurs, elles sont affichées sur notre site et elles ne sont pas affichées pour être du marketing. C'est vraiment nos valeurs, on incarne. J'assume que voilà, on est dirigeant depuis 10 ans, on est un couple de dirigeants, donc déjà c'est aussi une particularité dans l'entreprise. On est 2 commerciaux en fait à la base, donc il y a du caractère, c'est animé. On a une certaine vision de notre métier parce que aussi on le fait depuis 20 ans. Je dois m'adapter à leur vision, mais ils doivent aussi s'adapter. Donc c'est comme un mariage, en fait, c'est fait de plein de compromis et il doit y avoir une dynamique qui est saine et elle doit s'instaurer dès le démarrage lors de l'entretien. Donc, alors celui qui arrive en se disant que, et ça arrive de plus en plus rarement, mais en gros, ils n'ont pas préparé l'entretien, ils me posent des questions qui sont liées aux horaires, aux tickets resto et aux avantages. Disons qu'on part pas sur les bonnes bases. Super bien. La question, elle est évidemment normale. Il y a peut-être un timing pour la poser, déjà. Et puis, ils ont autant besoin de moi que j'ai besoin d'eux. Donc, en fait, il faut aussi qu'ils me fassent une vente et je dois leur faire une vente. Par contre, ça doit être en toute transparence et sans baratin. Est-ce que je peux poser 3 semaines en août ? Mais en fait, on te donne 3 semaines en août parce que c'est pile poil. Au moment où vous tout fermez le monde, l'agence, non, mais on ne prospecte répond pas au facilement moment où la France... Donc, chez nous, il n'y a pas de sujet de qui veut le juillet et qui veut août. Et moi, je ne gère pas de façon juge de paix. Il faut que ça soit équilibré. C'est qu'en fait, l'agence, elle ferme pendant 3 semaines en août et elle ferme une semaine entre Noël et le jour de l'an. Comme ça, les congés, ils sont tranquilles, ils savent, ils sont organisés. Tu me disais que tu étais parti d'une boîte parce que justement, tu pensais qu'on ne pouvait pas travailler ensemble avec Guillaume. Aujourd'hui, comment ça se passe ? Pourquoi ce changement de mindset aujourd'hui ? Pourquoi ça roule ? Comment ça roule ? Alors, ça roule bien, heureusement, parce que sinon, ça fait 10 ans d'entrepreneuriat commun et 17 ans de vie commune quand même. Quand même. Donc, heureusement. Elle a rajouté quand même. Non, mais du coup, ça montre que ça marche bien. Pourquoi glissement ? Réellement, je pensais vraiment venir là en support pendant mon congé maternité. Et puis, je me suis prise au jeu. J'ai quand même lutté pendant quasiment 1 an en me disant non, je vais retrouver parce que j'avais peur que ça nous use beaucoup plus rapidement. J'avais peur qu'on ramène les sujets de travail à la maison systématiquement. Accessoirement, mes parents ont été chefs d'entreprise et bossaient ensemble. C'est vrai que je t'ai pas posé la question. C'est pas grave. J'ai posé à Guillaume, mais j'ai pas posé à toi. Et du coup, j'ai vécu toute mon enfance avec des parents qui bossaient ensemble et qui ramenaient le soir, le week-end et pendant les vacances, le travail à la maison. Et ça m'a pas traumatisée, ça m'a donné un goût pour l'entrepreneuriat, les valeurs de travail, tout ça. Mais vraiment, je m'étais dit, jamais je reproduirai ça. Jamais. Et puis en fait, ça m'a plu. Les équipes, les 2 premiers business développeurs que j'ai recrutés pour nous, en fait, j'ai adoré bosser avec eux. Il y avait un vrai besoin de structuration. On est très complémentaires. On travaille pas de la même manière, on n'a pas forcément la même vision ni du business, ni de la gestion, encore moins du management. Mais du coup, c'est pas un problème, c'est une vraie force. De toute façon, je pense que des associés doivent être complémentaires et pas avoir exactement les mêmes compétences, on va dire. Il me semble. C'est compliqué sinon, parce que je pense que sinon après, qui fait quoi ? Qui est plus légitime que l'autre si les compétences sont les mêmes ? Ça veut dire qu'on a les mêmes compétences, mais il y en a un qui le fait, donc l'autre, est-ce qu'il les a vraiment, les compétences ? Il y en a plein qui se posent.
n'a pas été facile non plus de tout aligner dès le début. Hein. Il a fallu trouver sa place, il a fallu se répartir les rôles, il a fallu pas vouloir empiéter sur le rôle de l'autre. Mais c'est vrai qu'on crée une complémentarité. Elle manage, pas moi. Et pourtant, j'adore échanger avec les gens, j'adore discuter, j'adore ce côté relationnel. Mais je suis pas bon dans le management humain. Et donc, du coup, c'est là où on s'est réparti, je pense, naturellement assez les choses dès le début, en fait. Si vous aviez l'opportunité de vous rencontrer quand vous aviez 20 ans, qu'est-ce que vous vous diriez ? Fais-toi confiance. T'avais des doutes ? Ah ouais, énormément. Ouais. Ouais. À 20 ans, j'aurais jamais imaginé avoir ta boîte ? Avoir ma boîte. Non, en fait, je pense que j'y pensais Tu pas. pensais pas du tout ? J'avais pas cette ambition-là. Je savais que j'étais bonne dans mon métier. Ouais. Je pense que j'aurais plutôt imaginé gravir les échelons dans les boîtes et finir DIRCO. C'était plutôt l'ambition, mais je pensais pas avoir ma boîte et surtout, je pensais pas être en capacité d'apprendre tout ça, de gérer tout ça, d'être reconnue dans ce que je fais. Non, j'y croyais, franchement, non, j'étais pas du tout là-dedans. Et du coup, toi, Guillaume ? Ce que je lui dirais, écoute, c'est pas grave si tu y arrives pas trop aujourd'hui. Tu trouveras quelque chose où tu vas finir par t'éclater et prendre du plaisir, en fait. Ok. Parce qu'il y avait beaucoup d'incertitudes à cet âge-là, sur quoi faire, où aller faire, et que faire de ma vie. Et je lui dirais, continue d'avancer. À un moment, ça va marcher. Si vous aviez un livre à recommander que vous allez offrir à Noël, vous dites celui-là il m'a changé la vie, ou un livre ou un film ou un documentaire, un truc que tu t'es dit ça a été un mind changer comme on dit, tu vois. Ça m'a ouvert l'esprit sur certaines choses, pas forcément du commercial, ça peut être justement sur la psychologie, ou celui-là j'ai compris quelque chose et ce jour-là... Allez, vas-y, commence. Le Loup de Wall Street. Du coup, tu as le livre en plus du mec qui a fait. Ouais, c'est vrai. Comment il s'appelle le mec en vrai ? Jason. C'est Jason ? Non. Jason ? Non, c'est pas Jason. C'est pas Jason. C'est américain, mais je crois pas que ce soit Jason. Il n'y a pas Wolf ? Non, j'écoute. J'ai plus son je nom. l'ai le nom en plus, bon, Ouais, je sais plus. Le Loup de Wall Street, très bon film, j'adore. Oui, parce que je trouve que c'est de l'archétype de ce qu'étaient les Mm. commerciaux dans les années 90 avec le côté ultra fun, la motivation. Il y a de l'extrême, hein, donc je recommande pas forcément. Mais il y a des tips qui me font marrer parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on écoute beaucoup, et je peux en faire partie, on intègre beaucoup d'écoute, de bienveillance, ce genre de choses. Mais en fait, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, il faut avoir du culot en fait, pour faire ce boulot-là. C'est que tu peux... Jordan Belfort. Jordan Belfort, bien. Voilà, Jason, voilà. j'en étais super loin. Jordan Belfort. Jason, c'est Statham. C'est moins mon genre. Donc oui, c'est... Voilà, je sais pas, c'est le premier truc, c'est pas forcément mon film préféré, clairement. Mais corrélation avec notre métier, souvent on fait des petites références comme ça au bureau. Okay. Et ça me fait marrer. Très bien. Guillaume, t'en avais un du coup Je sais pas quoi te dire. Alors, je pensais plutôt, tu vois, il y a une chose, mon épouse m'a offert un stylo un jour, et c'est vrai que ce stylo, je l'ai eu longtemps dans la poche, et surtout au tout début de l'entreprise, et je le quittais pas en fait. Une sorte de gris-gris. Ouais. Et je pense qu'il faut aussi trouver un peu son gris-gris, trouver un peu comme il a bien rebondi sur la un peu question. comme le slip. Le Ça slip. ouais. Un peu comme le slip des footballeurs, tu sais, ils ont toujours la même paire de chaussettes. Moi j'ai les chaussettes pour le sport. T'as les mêmes chaussettes tout Non, le j'ai temps eu pour une les grosse période, bah, ça a changé depuis 2 ans, je les ai plus, mais au bout d'un moment quand elles sont trouées, tu changes quand Une même. période compète, et c'était Voilà, ces c'est ça. chaussettes-là, quoi. Qui allait bien avec le maillot, t'es maillot Ouais. jaune, t'as les chaussettes jaunes en plus, donc ça bougeait plus et c'est resté pendant un petit moment. Mais ok, ce stylo, Ouais, ce stylo, ouais. il a signé des beaux contrats. Il a signé des contrats, et je pense qu'à un moment, tu as besoin de prendre confiance dans quelque chose. Et alors, moi, c'était un stylo. Ça a été aussi, bien avant dans ma vie, le fait de mettre un costume. Ça peut te paraître aussi très old school, mais je pense qu'on fait un métier où la posture fait beaucoup. Et tu vois, d'enfiler, je reviens sur ce qu'on se disait tout à l'heure, le costume de super-héros. Ouais. En fait, tu te mets dans la peau de quelque chose. Et tu dois incarner en plus quelque chose.
Et c'est pareil, tu as un besoin de faire confiance. Donc je l'ai eu beaucoup, il m'a beaucoup servi et il a été assez important dans le rôle de se faire confiance et de se dire on va y arriver et on va aboutir à ce qu'on a en tête et ce vers quoi on a envie d'aller, quoi. Très bien, très bonne réponse. J'ai jamais eu le coup du stylo. D'ailleurs, le coup du stylo dans le film de Le Loup de Wall Street. Ah, exactement. Tu l'as pas fait exprès, mais mais toujours le sketch. peut-être un lien. Vendez-moi ce Voilà, stylo. c'est exactement. La toute dernière question, c'est comment on peut vous aider? Est-ce que vous cherchez quelque chose en particulier en ce moment, un contact? Est-ce que vous cherchez, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Parmi ceux qui nous écoutent, ça se trouve, ils peuvent vous aider. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? La première chose, je recherche des business développeurs à l'international, puisqu'on nous demande de plus en plus d'aller développer ou des boîtes françaises pour aller développer les marchés internationaux. On a quand même pas mal ces derniers temps de demandes dans ce sens-là. Et comme je tiens à avoir nos ressources sur Caen, le bassin canin est quand même plutôt limité à un moment. Il est compliqué d'avoir un nombre de ressources suffisant en mode bilingue anglais, suffisamment fluent pour pouvoir prospecter, que ce soit en Amérique du Nord. Là, actuellement, on développe au niveau du Moyen-Orient, mais plus largement sur toute l'Europe. Donc ça peut être ou dans ce contexte-là, ou des boîtes étrangères qui ont besoin de s'implanter sur le marché français ou européen. Et pareil, il faut que le business développeur soit bilingue anglais. Donc, s'il y a une aide, ça peut être ça. Et puis, la deuxième réponse, c'est notre prochain client, en fait, tout simplement. C'est le prochain client qui a besoin de nous, qui a envie de bosser avec nous, qui est sur des sujets qui peuvent être extrêmement changeants. Enfin, moi, j'ai un vrai plaisir quand Guillaume nous sort un client avec un métier qu'on n'a jamais fait. C'est ça, votre petite Madeleine de Proust, comme on dit. C'est le truc qui est super, parce que je repars systématiquement d'une feuille blanche pour tous nos clients. Mais moi, encore découvrir des métiers, des choses qu'on n'a jamais fait, aller visiter l'usine, les bureaux de nos clients, c'est hyper intéressant. On apprend à chaque fois. Là, sur les derniers clients, on a découvert des personas qu'on n'avait encore jamais prospectés. Donc, je revois toute la base. Donc, l'autre chose, c'est le prochain client qui va me surprendre dans la création de la stratégie. Très bien. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas entamés que vous pensiez qu'on allait entamer? Ouais, on savait pas ce qu'on allait aborder. Je te l'ai dit au démarrage. Donc, non, on avait une attente, c'était de passer un bon moment, ça a été le cas. Ah, ça me fait plaisir. De pouvoir, effectivement, j'ai regardé vite fait la montre, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, il avait raison, au tout début, il nous a dit, vous allez voir, vous avez l'impression d'avoir discuté 30 minutes. Et en fait, on a l'impression d'avoir discuté 30 minutes. Et puis, il y a une autre impression, c'est que tu me l'avais dit par téléphone et tu me l'as dit tout à l'heure dans la cuisine. Vous allez vous rendre compte qu'on va discuter comme si on se connaissait et qu'on se donnait des nouvelles. Et ça a été exactement comme ça, donc bravo. Donc non, on s'attendait à rien, on a passé juste un super moment. Je crois qu'on a déjà parlé de pas mal de choses. Ouais, carrément. Ça me fait bien plaisir que tu confirmes ce que je t'ai dit alors par téléphone. Moi aussi, j'ai appris beaucoup de choses. Moi aussi, j'ai passé un très bon moment avec vous deux. J'espère que ceux qui nous ont écoutés également. Et il ne nous reste plus qu'une seule chose à dire. C'est boujou chez vous. Boujou chez vous. Allez, encore un épisode de qualité. Si tu en es arrivé jusqu'ici, c'est que cet épisode de Boujoucan t'a plu. N'hésite pas à nous mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même à partager cet épisode à un ami, ça nous ferait super plaisir. N'oublie pas, surtout, c'est ultra important, derrière ce podcast, il y a l'agence de communication Femacom. On peut t'accompagner sur tous les pans de la communication. D'ailleurs, si tu as besoin de plus d'infos, n'hésite pas à aller sur le site de Femacom, femacom.fr. Merci d'être avec nous. Boujou chez vous.